Les 5 minutes, c'est le bouton rouge pour rester accueilli. Merci. Recording in progress. 3 appels d'offres. Bien, bonsoir à tous. Merci de votre présence nombreuse aussi bien dans l'amphithéâtre Stéphane Hessel de l'Iris que en ligne pour ceux qui nous suivent en ligne. C'est donc la rentrée de l'Iris avec une actualité stratégique particulièrement chargée et à l'occasion de la sortie de l'année stratégique qui est l'annuaire géopolitique de l'Iris qui en est à sa Xème d'ailleurs édition, mais on doit approcher la 40e à peu près, quoi. Enfin, c'est vraiment autour de l'année stratégique que l'Iris est né. Cette année encore, les événements géopolitiques n'ont pas manqué, avec bien sûr l'élément clé qui a été l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en novembre dernier et sa mise en place en janvier, qui aura des répercussions extrêmement importantes bien au-delà des États-Unis et avec 2 guerres qui continuent en Ukraine, à Gaza, pour ne pas parler de ceux qu'on parle de conflits oubliés, mais dont on parle également, et aussi une modification des rapports de force avec plus récemment le sommet de Tianjin qui montre une nouvelle géopolitique en place avec un trio auquel on n'aurait pas parié il y a quelque temps, une réunion entre Xi Jinping, Poutine et surtout Narendra Modi, qui est un peu l'invité surprise de cette réunion, qui montre quand même qu'il y a des changements extrêmement importants qui ont lieu. En fait, donc la règle du jeu, c'est que je vais faire une brève introduction de 5 minutes. Chacun des différents spécialistes de l'Iris qui sont là en parlera sur le même temps et j'espère que chacun prendra bien soin de ne pas dépasser son temps de parole pour que chacun puisse s'exprimer. Et ensuite, vous aurez la parole, vous pourrez intervenir, poser les questions et on terminera à 20h. Ce qu'on peut dire, c'est que l'élection de Trump est plus qu'un changement de politique aux États-Unis. Les alternances politiques ne débouchent pas toujours sur des révolutions stratégiques. On peut dire qu'il est plutôt même rare qu'un changement de couleur politique dans un pays débouche sur une révolution stratégique. Pour ça, il faut qu'il y ait 2 conditions, qu'il y ait vraiment des positions antagonistes par rapport à l'administration précédente et aussi que le pays ait un rôle suffisamment important pour que ce changement puisse avoir une signification qui ne soit pas que nationale ou régionale, mais qui soit réellement mondiale. Et avec Trump arrivé au pouvoir, on a vraiment ces 2 conditions qui sont remplies. Il veut se distinguer totalement, à part l'opposition à la Chine, de Biden et la place des États-Unis, qui, malgré le rattrapage chinois, sont toujours la première puissance mondiale, fait que lorsque l'on change radicalement de politique aux États-Unis, eh bien, les répercussions sont non seulement américaines, mais également européennes, également asiatiques, également africaines. Je pense que Trump, en quelques mois, a changé la face du monde. Les prédécesseurs de Trump, Clinton, Bush et Obama avaient mis 20 ans à pousser la Russie dans les bras de la Chine. Trump a poussé l'Inde dans les bras de la Chine en 6 mois. Et donc, cette recomposition est extrêmement importante. Et on pourrait aussi ajouter que, à sa manière, il a mis fin au concept de monde occidental. Celui-ci, depuis né à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, était qualifié par une protection américaine des pays européens contre une menace venant de Moscou, autour, grosso modo, du concept donc de rideau de fer, ce qui était à l'ouest, autour de l'article 5 de l'Alliance Atlantique. Trump dit qu'il n'y a pas d'alliés. Il dit que l'OTAN, l'article 5, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Donc, l'alliance automatique n'est pas là. Et il passe par-dessus la tête des Européens pour, sans les prévenir, faire un sommet avec celui qui était considéré comme infréquentable par les Européens, à savoir Vladimir Poutine. Et donc, il y a vraiment là 2 visions radicalement différentes de la nature des relations avec la Russie, de la nature de la qualification de la guerre en Ukraine. Et on peut dire c'est fini de la garantie américaine aux pays européens. Il serait bien fou de penser qu'elle existe encore. Néanmoins, on voit que les pays européens, comme un amoureux éconduit, continue à croire que tout va revenir comme avant et font le maximum d'efforts pour continuer pour tenter de reséduire de nouveau Trump, augmentation des dépenses militaires, accord commercial tout à fait déséquilibré et accord pour être les seuls à payer la note de l'aide à l'Ukraine en nourrissant l'effort de guerre américain puisque les armes américaines fournies à l'Ukraine seront payées par les Européens. Et puis, dernière en date, c'est la guerre numérique. On a une
une vidéo avec Camille Boulanger qui est ici présente, qui en parlera, la guerre numérique lancée par les États-Unis contre l'Europe, remettant en fait en cause, remettant plutôt à la mode le principe de souveraineté limitée qui était autrefois défini par Brejnev pour parler des pays du du pacte de Varsovie. Et puis, outre le fait qu'il casse l'unité du monde occidental, il y a une remise en cause totale de l'autre monde issu de 1945, un monde régi par le droit, même s'il y a eu de nombreuses violations, il ne faut pas avoir l'illusion du contraire, un monde dans lequel l'ONU est le dépositaire de la sécurité internationale, un monde dans lequel le multilatéralisme doit permettre d'éviter les crises, et dans lequel le droit international et les organisations internationales ont un rôle important. Bien sûr, ceci n'a pas été parfait, ceci a souvent été violé, mais Trump dit qu'il ne s'en occupera pas. Et plus encore que de dire qu'il ne protégera plus les pays européens, de protecteur, il passe à prédateur, puisqu'il menace d'annexer le Groenland, partie intégrante du Danemark, et qu'il veut faire du Canada, membre fondateur de l'OTAN lui aussi, le 51e État des États-Unis. Donc, on peut dire qu'il y a vraiment une révolution stratégique qui est en cours et que l'Europe semble un peu ne plus savoir à quel sein se vouer. Elle aurait pu choisir le respect du droit international, le respect des principes pour s'opposer à Trump. Mais bien sûr, son attitude par rapport à la guerre de Gaza vient diminuer sa crédibilité sur le sujet. Il est très difficile de faire des leçons de respect du droit international, de respect du droit humanitaire, lorsque l'on reste non pas muet, mais inactif, ce qui revient au même par rapport à ce qui se passe à Gaza. Voilà à grands traits le monde devant lequel on est. Le moins que l'on puisse dire, c'est que quand on travaille sur les questions géopolitiques, on a assez peu de bonnes nouvelles à apporter. Et je crains que, si les choses continuent ainsi, l'édition 2027 de l'année stratégique ne soit guère plus souriante que celle-ci. Mais nous n'y sommes pour rien. Nous ne faisons que constater les dégâts de façon clinique et notariale, tout en le regrettant. Il nous reste au moins la lucidité. Tentons de la préserver. Je passe tout de suite la parole à Marie-Cécile Nave, qui a écrit le chapitre sur les États-Unis. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai combien de temps? 5 minutes. Très bien. Autant vous dire que c'est pas simple. La difficulté quand on travaille sur l'Amérique de Trump, c'est de ne pas être overwhelmed, d'être vraiment submergé par le flot d'informations, de nouvelles qui arrivent, j'allais dire chaque jour, mais presque chaque heure. Et les 6 premiers mois de l'année ont été vraiment difficiles. Disons, les 3 premiers mois de l'année ont été vraiment très difficiles pour les gens qui commencent à travailler sur les États-Unis, pour essayer d'y voir clair, de repérer l'important de l'accessoire. Maintenant, on arrive à peu près à avoir un rythme de croisière, si je puis dire. C'est un peu un abus de langage, mais enfin, on arrive à y voir un petit peu plus clair. Les 2-3 points sur lesquels je voudrais insister sont les suivants. Tout d'abord, un agenda intérieur aux États-Unis qui se déploie de manière totalement logique et de manière totalement calculée et qui ne devrait surprendre personne, car tout le monde était prévenu. Il est essentiellement issu du projet 2025, Project 2025, qui a été élaboré par un groupe de penseurs d'extrême droite sur les plans qui se concrétisent aujourd'hui de manière très réelle, consistant à créer le chaos, à instaurer une atmosphère de guerre civile, en montant les États fédérés les uns contre les autres. On va voir ce qui se passe avec Chicago dans les jours qui viennent, avec la garde nationale envoyée depuis d'autres États fédérés républicains, la remise en cause de l'État de droit et des libertés individuelles, des purges dans l'administration, la lutte contre la liberté académique et la liberté d'expression, stigmatisation des minorités, guerre contre la science et l'éducation, pas seulement contre la science et la recherche, mais vraiment contre l'éducation aussi. Remise en cause de la séparation des pouvoirs, les immigrés ou les Américains d'origine immigrée qui sont décrits et traités comme des ennemis et comme des criminels. Et tout ceci en essayant de nourrir et de justifier par un récit qui a quand même ses limites, puisque Trump lui-même, depuis quelque temps, est pris au piège d'un monstre qu'il n'a non pas créé mais contribué fortement à alimenter, qui est le complotisme, avec 2 éléments très importants dont il n'arrive pas à se débarrasser. C'est l'affaire Epstein, d'une part, et maintenant les rumeurs sur sa santé, qui sont les 2 gros points noirs de sa présidence pour l'agenda intérieur aujourd'hui, c'est-à-dire des choses qui viennent de l'intérieur même de la Trumposphère.
Donc un agenda intérieur qui se déploie, qui ne surprend personne et qui est en route de manière totalement logique. Et puis autant sur le plan extérieur, eh bien, on a parfois quand même l'impression d'un grand n'importe quoi. Il y a quelques éléments logiques, mais quand même, on se pose la question de l'existence d'une véritable stratégie, d'une cohérence de la stratégie et même de l'existence d'une doctrine, car tout ceci peut être parfois parasité par différents paramètres, comme par exemple l'obsession d'apparaître au centre du jeu. Et ça occasionne chez le président américain parfois un certain nombre de revirements qui n'étaient pas nécessairement prévus dans les annonces et dans les ambitions qui sont déployées. Quelques caractéristiques récurrentes tout de même, si on veut en citer quelques-unes. Une géopolitique qui est beaucoup guidée par l'argent, voire la corruption, notamment via l'enrichissement de la famille Trump, avec des conflits d'intérêts assez importants et totalement assumés, avec un certain nombre de puissances régionales, comme par exemple dans le Golfe, sur les questions immobilières ou sur les crypto-monnaies. Et puis le factotum diplomatique de Trump, Steve Witkoff, est lui-même issu de l'écosystème immobilier Trump des années 80-90. Dans des intérêts familiaux qui sont largement satisfaits, mais aussi des intérêts personnels de Trump lui-même, avec, c'est assez nouveau et même peut-être inédit dans l'histoire des États-Unis, des chantages qui sont faits à certains pays pour, par exemple, l'obtention du prix Nobel de la paix. Ça n'a pas marché avec l'Inde et ça a des conséquences importantes, comme ça a été dit à l'instant. Un exemple de toute cette idée d'une géopolitique par l'argent, c'est l'ambition, qui n'a pas été démentie depuis plusieurs mois, de la création d'une Riviera, je cite, à Gaza. C'est pas mon expression, mais c'est l'expression du Trumpistan lui-même. Autre récurrence, pourrais-je dire, une vision assez prédatrice des relations internationales, avec des vrais faux deals de paix, par exemple, dont la contrepartie pour les États-Unis est d'exploiter les sous-sols des pays qui sont amenés à signer des vrais faux accords de paix à Washington. C'est le cas de la RDC, par exemple. L'idée aussi récurrente que les étrangers paieront. Les étrangers paieront leur propre relation aux États-Unis. Il faut toujours qu'il y ait une contrepartie dans ce que les États-Unis peuvent donner aux pays étrangers. Et les étrangers paieront aussi le déficit et la dette américaine, avec l'illusion de droits de douane faramineux qui pourront résorber le déficit intérieur. Et puis sur la forme, toujours les mêmes choses qu'on avait vues déjà lors du premier mandat, mais qui sont exacerbées aujourd'hui, avec une stratégie rhétorique fondée sur l'intimidation, la menace et les punitions. Mais enfin, on a du mal quand même à avoir une ligne directrice en matière de géopolitique aujourd'hui. Les conséquences, très rapidement, deux conséquences importantes. Bien un certain nombre de décisions de l'équipe Trump et de Trump lui-même qui libèrent de l'espace pour d'autres puissances, et en particulier la Chine, qui s'engouffre dans l'abandon de certaines régions ou de certaines prérogatives des États-Unis. Le rapprochement de l'Inde, de la Chine et de la Russie, ça a été dit à l'instant par Pascal. De nouvelles alliances, de nouveaux partenariats, et j'ai l'impression quand même que les États-Unis ne sont plus trop pris au sérieux dans certaines parties du monde, et leur crédibilité en pâtit beaucoup. Et puis, deuxième conséquence, je crois, les États-Unis se mettent en danger sur le plan international. La fin de USAID, par exemple, les prive d'une partie de leur influence, mais aussi de leurs sources de renseignement dans un certain nombre de parties de régions du monde qui étaient des sources de renseignement précieuses, de l'espionnage, par exemple. Et puis, je conclurai en disant que c'est la fin de la diplomatie des valeurs qui, jusqu'ici, était à géométrie variable. On va dire jusqu'à Biden, elle était à géométrie variable. Aujourd'hui, elle est complètement abandonnée et de manière totalement assumée, voire théâtralisée, avec un peut-être futur président dans un avenir éventuellement plus proche qu'on ne le pense. Aujourd'hui, vice-président J.D. Vance, qui est l'insulteur en chef des démocraties libérales. Merci Marie-Cécile pour la clarté et la concision de tes propos. Voilà, tu as placé la barre un peu haut, Christophe, à toi d'en faire de même. Bonsoir à toutes et tous, je ne vais pas perdre de temps pour ne pas perdre mes 5 minutes. Donc, ravi d'être parmi vous pour cette conférence de rentrée. Alors, quelques mois après la prise de fonction de l'administration Trump numéro 2 en janvier, c'est vrai qu'on peut déjà commencer à tirer un petit bilan de ses actions, de ses politiques,
tout aussi erratique et imprévisible qu'ailleurs dans le monde, en Amérique latine. Mais il y a quand même quelques constances, c'est un peu là-dessus, je vais essayer de concentrer mon intervention. Quelques mois après son élection, bah, la politique de Trump en Amérique latine, là aussi, c'est un peu comme disait Marie-Cécile, il n'y a pas de surprise fondamentale. On savait à peu près ce qui l'intéressait en Amérique latine, mais il y a certains sujets qui ont pris plus de dimension que d'autres. En particulier, l'actualité brûlante nous en montre un, c'est la crise au Venezuela avec ce qui vient de se passer, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, quel bilan on peut déjà faire intermédiaire? Le premier, c'est qu'il faut bien se mettre en tête que l'Amérique latine n'est pas du tout une priorité, disons, de Donald Trump en vitesse de croisière. C'est pas une région qui l'intéresse d'un point de vue personnel, ni au point de vue politique. C'est pas du tout sa priorité. Il y a des choses qui peuvent l'intéresser en Amérique latine, c'est en particulier tout ce qui touche aux politiques disons, aux situations de politique intérieure pour les États-Unis, hein. C'est quoi? Dans le désordre, c'est Cuba, c'est le Venezuela, de plus en plus, c'est bien sûr la question des migrations, hein, c'est la question de la criminalité organisée et du narcotrafic, et c'est les relations avec le Mexique, hein. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le paquet qui intéresse Trump, mais pas parce que c'est des politiques, des questions de politique étrangère ou l'Amérique latine, mais parce que, de son point de vue, ce sont des dossiers qui ont à voir avec la politique intérieure américaine. Le reste, c'est à l'avenant. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que depuis qu'il a pris le pouvoir, vraiment là aussi, il y a eu plein de choses qui montrent que des fois, il y a des hauts, des bas, il y a des moments très erratiques. Mais on voit bien que sur, par exemple, tout ce qui est géopolitique, le dossier cubain, le dossier vénézuélien ou nicaraguayen, dont on parle moins, on voit bien qu'il y a une constance, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump semble avoir donné la main sur ces sujets-là à son secrétaire d'État, Marco Rubio, qui lui, en tant que cubano-américain, qui s'est construit très largement dans la politique américaine sur la région latino-américaine et en particulier sur les pays que je viens de citer. Monsieur Rubio a fait toute sa carrière sur l'anticommunisme, l'objectif de faire tomber le gouvernement cubain, puis vénézuélien, etc. On voit que Trump leur a laissé la main, donc je dis il au pluriel cette fois, parce que je parle de Marco Rubio, qui est quand même le deuxième personnage le plus puissant de l'administration américaine, hein, aujourd'hui. Et puis derrière lui, une série d'autres personnages, souvent d'origine latino-américaine d'ailleurs, qui font partie un petit peu de cette, disons, communauté cubano-américaine de Floride, historiquement, très puissant et influent chez les républicains au sens large général, mais qui représente un petit peu son courant néoconservateur traditionnel, ce que n'est pas Monsieur Trump. Et comme il est allié avec ce courant, on peut penser, c'est une hypothèse, qu'il leur laisse la main sur l'Amérique latine, d'autant plus que sur d'autres dossiers beaucoup plus prioritaires pour lui, comme la normalisation avec la Russie, la question ukrainienne, eh bien, il doit faire avaler quelques couleuvres à ce courant-là qui, historiquement, est plutôt très anti-russe et qui était pour la défense, disons, acharnée de l'Ukraine, etc., plutôt finalement un peu sur la ligne des gouvernements précédents. Et donc, comme Rubio par loyauté et parce qu'il joue le jeu sur ces grands dossiers pour Trump, eh bien, en quelque sorte, on peut penser que Trump lui laisse un petit peu la main là-bas. Je l'illustrerai si j'ai le temps sur le cas vénézuélien. En tout cas, les dossiers sur lesquels il faut retenir notre attention, c'est lesquels? Un, la politique de Trump, c'est d'abord la politique sur les questions migratoires. À l'heure où je vous parle, les chiffres doivent être un petit peu revus à chaque fois, mais on pense que c'est autour de 500 000 latino-américains vivant aux États-Unis avec le statut de résident temporaire qui se sont vus déchoir leur statut de résidence. On pense que c'est à peu près 500 000 qui donc n'ont plus la résidence temporaire aux États-Unis. Encore dans l'actu, il y a une énième cour, parce que tout ça fait l'objet de batailles juridiques, etc., qui vient de dire qu'en concernant les Vénézuéliens, c'était illégal de faire ça. Mais c'est le premier bilan. Le deuxième bilan, c'est qu'il a annoncé des déportations d'1 million de latino-américains par an. On n'a pas encore les chiffres aujourd'hui, mais c'est son objectif pour 2025, 1 million de déportés, dont la plupart sont repartis en Amérique centrale. Vous connaissez le cas salvadorien, on le voit dans les médias, on l'a vu au Venezuela, etc. Mais c'est son objectif, surtout son mandat, c'est finalement de renvoyer en Amérique latine probablement au minimum 4 millions de latino-américains sur place. C'est ça sa politique. Sur le plan commercial, c'est la politique des droits de douane. Là aussi, l'Amérique latine se sentait plutôt privilégiée, à part le Mexique, pour des raisons différentes du fait que le Mexique fait partie du marché nord-américain. Finalement, tout le monde a pris 10% dans les dents, si vous me permettez l'expression, mais d'un coup, le Brésil est devenu, avec l'Inde, le pays le plus frappé par Donald Trump au monde. Et ce qui est intéressant dans le cas brésilien, c'est que c'est un précédent, c'est parce que c'est pour des raisons
exclusivement politique. Ça n'a rien à voir avec la balance commerciale américaine avec le Brésil, qui est d'ailleurs excédentaire dans ce sens-là, et ça n'a rien à voir avec des questions économiques, etc. Ce n'est que parce que Trump a voulu punir le Brésil du procès qui est en cours et qui va se tenir de M. Bolsonaro, son ami, que Trump a mis 50% de droits de douane sur les exportations brésiliennes vers le marché américain. C'est tout à fait stupéfiant. Et le Mexique, lui, doit attendre la fin là, début novembre pour savoir à quelle sauce il va être mangé, puisqu'il est taxé à 25 et 50, mais sur des produits qui sont en dehors de l'accord commercial. Ce qui est en jeu dans la négo entre le Mexique et les États-Unis, c'est finalement de préparer la révision du traité de libre commerce qui les lie, qui doit se tenir à partir du 1er juillet 2026. Et donc, c'est cette discussion-là qui va déterminer la politique tarifaire de Trump, disons, pour le Mexique. Et puis, les autres pays, je vous dis, c'est 10%. Puis, troisième point, c'est la Chine. La Chine, c'est le grand sujet qui arrive là sur la table pour les États-Unis en Amérique latine. Pour faire court et quelque peu schématique, Trump accélère sur l'endiguement de la Chine. Et face à la domination commerciale de la Chine en Amérique latine, Trump utilise les véhicules sécuritaires et militaires, utilisant les sujets de lutte contre la drogue, contre la pêche illégale, contre les migrations, contre la cybercriminalité, etc., pour justifier, légitimer un redéploiement assez discret, mais une implantation réelle de plus en plus forte de troupes américaines, de forces américaines, de services de renseignement américains, un petit peu partout dans la région, à commencer par l'Amérique centrale, mais aussi l'Équateur, l'Argentine qui a signé un accord pour l'ouverture d'une base navale américaine à Ushuaia, l'Argentine qui a décidé de rejoindre une coalition régionale anti-drogue aux côtés du Paraguay, de l'Équateur et de la République dominicaine avec les États-Unis, qui est en train de se mobiliser sur le cas vénézuélien. Donc c'est en train de se muscler, si je puis dire, par rapport à la Chine. Trump veut opposer finalement la prédominance sécuritaire et militaire traditionnelle américaine dans la région face à la domination économique et commerciale chinoise. Et enfin, pour conclure, l'autre point de la politique américaine qui est en train de se développer, c'est l'arrêt de la coopération. Tu l'as dit aussi, Marie-Cécile, l'arrêt des financements de l'USAID, de la coopération pour les pays latinos, en particulier Haïti, le Pérou et quelques autres dans le Caraïbes. Ce sont des centaines de millions de dollars qui disparaissent. Et derrière ça, c'est l'effondrement de tout un tas de services sociaux qui n'étaient pas pris en charge par les États, mais par les ONG américaines. Ça pose une question aussi. Et donc, tout ça est en train de disparaître. Tout ça pour vous dire quoi? Que eh bien, l'impact de Trump, il est déjà sensible là, factuellement à ce que je vous dis, mais il va venir aggraver en fait des dynamiques de détérioration en fait sociale et économique américaine qui n'ont pas attendu Trump pour s'exprimer. Mais l'impact de Trump, la Commission économique pour l'Amérique latine, la CEPAL, considère que ça pourrait être par exemple de 0,5% sur la croissance de l'année en Amérique latine avec tout ce que je viens de vous dire. Pour donner un exemple. Donc Trump vient par ses politiques, soit directement, soit par conséquence, quand je parle du retour des migrants, des déportations, etc., vient aggraver en fait la situation socio-économique latino-américaine. Venezuela, je n'ai pas trop le temps de développer maintenant. Vous avez vu ce narco. Juste pour dire que ce sera à ça qui va être à suivre, parce que je ne pense pas que les États-Unis veulent envahir le Venezuela, mais comme un peu à l'époque du golfe de Tonkin en 1974, des incidents peuvent avoir des logiques d'escalade incontrôlables avec un pays où c'est une déflagration qui exploserait en Amérique latine. Merci Christophe, à toi Didier pour une zone calme et tranquille. Oui, effectivement, merci Pascal. Donc évidemment, le Moyen-Orient, comme à son habitude, mais peut-être encore plus que d'habitude, a été soumis à de nombreuses tensions, turbulences et guerres. 3 points pour aller vite et à l'essentiel, et vous me pardonnerez le schématisme par avance. Premièrement, bien sûr, la question de la Palestine. Pas utile ici de reprendre la chronologie de l'horreur qui se déroule chaque jour devant nos yeux. Bombardements, embargo sur les livraisons de nourriture, d'alimentation et de médicaments, famine, 63 000 morts, chiffre reconnu par les instances de l'ONU, en réalité évidemment beaucoup plus. Tous ces éléments sont documentés, malgré et en dépit de l'interdiction pour les journalistes, pour les chercheurs de pénétrer Gaza. Donc jour après jour, nous avons sous nos yeux une politique génocidaire à l'œuvre et pour autant, les objectifs qui étaient énoncés par le gouvernement israélien, 1, éradication du Hamas, 2, libération de la totalité des otages, sont l'un et l'autre des échecs totaux même, on va dire. Tout d'abord, eh bien, les combats continuent à Gaza. Alors évidemment, le Hamas a pris des coups militaires extrêmement durs, mais on est étonné encore avant-hier que dans la ville
de Gaza, que s'apprête à envahir Netanyahou et son armée, eh bien, les combats continuent et visiblement des combats assez acharnés. Ça veut dire en d'autres termes que les jeunes, surtout qui connaissent le désastre absolu, dont les parents, les frères, les sœurs sont soit morts, soit invalides, eh bien, évidemment, sont désormais animés par un esprit de vengeance et veulent continuer à se battre. Deuxièmement, la libération des otages, eh bien, on a compris au fil des mois qui se sont écoulés que c'était en réalité le dernier des soucis de M. Netanyahou. En réalité, l'objectif principal, fondamental, qui est mis en œuvre par Netanyahou, mais aussi par son gouvernement, les deux vont de pair, cela va de soi, c'est l'expulsion des Palestiniens purement et simplement et l'annexion de Gaza et de la Cisjordanie, parce qu'il ne faut pas non plus oublier ce qui se passe en Cisjordanie, mais on n'a pas le temps de décliner. Alors bien évidemment, expulser 2 millions ou plus de 2 millions de Gazaouis est quasiment mission impossible, mais nous savons que d'ores et déjà, il y a des tractations avec un certain nombre d'États qui pourraient accueillir 10 000, 15 000, 50 000, 100 000 Gazaouis. En tout cas, évidemment, tout cela, je crois que ce sera vain en dépit de la catastrophe humaine et humanitaire. Je doute fortement qu'il puisse parvenir à ses objectifs, mais ce qui est terrible sur ce dossier, c'est, ma foi, l'inconsistance de la dite communauté internationale qui regarde et qui, par son inaction, est en réalité complice de ce qui se déroule jour après jour. Et ce qui est encore plus grave peut-être, c'est la confirmation malheureuse qu'a évoquée Pascal tout à l'heure, c'est-à-dire l'affaissement véritablement du droit international. Et en ce sens, la question de la Palestine est beaucoup plus que la seule question de la Palestine, mais renvoie à des problématiques beaucoup plus générales. Deuxième point, c'est ce que j'appelle dans l'année stratégique la recomposition des rapports de force militaires et politiques au niveau régional. Bien sûr, ce à quoi nous avons assisté au cours des derniers mois, c'est une suite de défaites militaires de la part de ce qu'on appelait communément l'axe de la résistance. Cet axe de la résistance qui avait patiemment été édifié principalement par la République islamique d'Iran, avec un certain nombre de partenaires régionaux, que ce soit des États, que ce soit des organisations, ont été systématiquement, méthodiquement attaqués par l'État d'Israël. Et cet axe de la résistance, que ce soit le Liban et notamment le Hezbollah, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Iran au mois de juin dernier, ont subi des défaites militaires. Ça, c'est un fait incontestable. Bien sûr, le tout avec la bénédiction de Trump, puisqu'on se souvient notamment dans l'agression contre l'État iranien, que Donald Trump lui-même a participé au bombardement en prétendant, probablement un peu vite, qu'il avait détruit la quasi-totalité des infrastructures nucléaires de ce pays. Donc, clairement, l'axe de la résistance est en recul. C'est un fait avéré d'un point de vue militaire, sauf le Yémen qui continue de ci, de là envoyer des missiles contre Israël. Mais vous avez peut-être vu qu'il y a 3 jours maintenant, une cible a été prise en la matière sur le gouvernement yéménite. Et je crois que c'est 12 de ses ministres qui ont été assassinés. Mais ça, ce sont les méthodes israéliennes habituelles. Ceci étant, victoire militaire ne vaut pas victoire politique. Et je pense que jour après jour, que ce soit sur le dossier particulier de la Palestine, de Gaza, ou d'un point de vue plus général au niveau régional, eh bien Israël, malgré le soutien indéfectible des États-Unis de M. Trump, et c'était déjà le cas avec M. Biden, s'isole de plus en plus et en fait anime un sentiment de vengeance à son égard. Troisième point, c'est la Syrie, parce que c'est un élément déterminant dans la recomposition des rapports de force politiques et régionaux. Après 14 ans, je dis bien 14 ans, presque 14 ans de guerre civile, eh bien, le régime de Bachar al-Assad s'est écroulé après 12 jours d'offensive de Hayat al-Sham. C'est assez étonnant, on a tous été plus ou moins surpris. On ne s'attendait pas à ce que la fin soit aussi rapide, ce qui prouve que probablement nous avions sous-estimé l'état de déliquescence du pouvoir de Bachar al-Assad. Alors évidemment, après 14 ans de guerre civile, on peut comprendre que la tâche des nouvelles autorités politiques syriennes est immense. C'est un défi majeur. Il y a 3 objectifs pour ces nouvelles autorités. Tout d'abord, tant que faire se peut, constituer un gouvernement, un régime inclusif, intégrant donc les différentes minorités, qu'elles soient ethniques ou religieuses. Et nous le savons, la Syrie est une véritable mosaïque en ce sens.
et la tâche, le défi est considérable. Deuxièmement, c'est la capacité à renouer avec le maximum d'États au niveau international, puisque la Syrie était devenue un État paria, très isolé, condamné par la quasi-totalité des États composant l'ONU. Et enfin, bien sûr, parvenir à faire lever les sanctions, puisque la Syrie de Bachar el-Assad était sous sanctions. De ce point de vue-là, il y a des avancées incontestables, puisque on se souvient que lors de sa visite en Arabie Saoudite, Trump a décidé de lever au moins temporairement les sanctions qui affectaient la Syrie. Alors évidemment, beaucoup d'interrogations pour terminer sur la nature de ce nouveau pouvoir, puisque nous connaissons les origines djihadistes de la majorité des membres du gouvernement transitoire. Bien sûr, ils ne le nient pas. D'ailleurs, ils ont, je veux dire, un ADN, un logiciel islamiste, et je crois qu'ils ne sont pas prêts à l'abandonner. Mais par ailleurs, et ça me semble très important et souvent sous-estimé, je pense que le logiciel des nouvelles autorités politiques, c'est aussi ce qu'on appelle communément l'islamo-nationalisme. C'est-à-dire qu'ils peuvent être islamistes éventuellement, mais ils sont aussi syriens. Et qu'évidemment, la tâche principale, c'est de reconstituer l'unité et la souveraineté de la Syrie. La tâche est immense. Il y a une claire volonté des acteurs internationaux, lever des sanctions notamment, je l'ai évoqué, des États-Unis, de la France, puisque Macron a reçu Ahmed El-Shara, de l'Allemagne, de la Chine, etc., de réintégrer la Syrie dans le jeu. Au niveau régional aussi, il y a une volonté affirmée de la Turquie, de l'Arabie saoudite, mais là encore, nous avons clairement un facteur perturbateur qui s'appelle Israël, puisque Israël a, de mémoire, c'est 750 frappes israélienne depuis le 8 décembre, c'est-à-dire depuis la chute de Bachar el-Assad, sur des objectifs militaires. C'est donc l'agression contre un État souverain au mépris du droit international, probablement ce que M. Netanyahou et par ailleurs M. Trump appellent la guerre préventive, qui évidemment est un concept totalement antinomique avec ce qui est censé régir le droit international. Enfin, et dernière chose, la Syrie fait partie de ce que désormais Netanyahou revendique comme la possibilité de constituer le Grand Israël, intégrant le Sinaï, la Jordanie, le Liban Sud et une partie de la Syrie. Nous sommes donc dans un tableau extrêmement problématique, et comme Pascal le disait, je crains fort que si le chapitre au Moyen-Orient de l'année stratégique 2027 m'est confié, eh bien je ne sois pas beaucoup plus optimiste que cette année. Merci Didier, ce n'est pas un rapprochement, mais on va aller vers l'Afrique et Caroline. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Alors, je vais vous faire un petit tour d'horizon concernant l'Afrique. D'abord, je vais commencer par Trump. Est-ce que Trump a un intérêt particulier pour l'Afrique? Non. Rappelons-nous que lors de son premier mandat, il les avait traités de shithole countries, soit pays de merde. On notera là, bien évidemment, la grande élégance du président américain. Toutefois, on observe que ponctuellement, il peut s'investir sur le continent. Il est notamment intervenu dans la guerre qui opposait le Rwanda et la RDC. D'ailleurs, il s'en prévaut. Il dit, voilà, moi j'ai réussi à résoudre 6 guerres, dont celle-ci. Mais qu'est-ce qui l'intéresse? Ce sont les terres précieuses. Donc, il n'a aucun autre intérêt en Afrique et de toute façon, cela ne fait absolument pas partie de sa feuille de route. En tout cas, c'est ce que je souhaitais vous rappeler. Alors, ce soir, moi, je voudrais pousser un coup de gueule. Alors, on connaît un petit peu mon tempérament parfois un peu rebelle, mais je veux vraiment pousser un coup de gueule. Le Soudan. Des millions de personnes qui sont touchées par la famine. Le Darfour. L'aide humanitaire ne peut plus y parvenir. Le Sahel central. On en a parlé pendant des années. L'opération Barkhane, la réarticulation du dispositif militaire post-Barkhane. Pendant des années, on a vu des images à la télévision. Pendant des années, on a essayé d'en débattre. Aujourd'hui, qui en parle? Est-ce qu'on en discute encore? Non, ces gens sont complètement oubliés. Ce sont des centaines, ce sont des milliers de personnes qui sont déplacées, qui n'ont plus accès à l'école, qui n'ont plus accès à une vie normale et banalisée. Quand on pense au Burkina Faso, par exemple, 1 enfant sur 8 aujourd'hui est scolarisé. Qui sont ces enfants?
Qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard? On n'en a aucune idée. Alors oui, depuis que la France est partie, et on observe que la violence a augmenté dans cette zone. Est-ce que c'est parce que la France est partie que la violence a augmenté? Pas du tout. C'est 10 ans de présence, 10 ans de présence, de brutalisation, d'enfants qui n'ont pas été scolarisés, qui fait qu'aujourd'hui, cette violence explose. Et on ne sait absolument pas ce qui pourrait être fait. On a pu observer qu'il y a eu 3 coups d'État, enfin plusieurs coups d'État dans 3 pays que sont le Mali, le Burkina Faso, le Niger. À la base, ils se sont réunis dans une, comment dire, dans une organisation qui s'appelle l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et avec pour projet de lutter ensemble contre le terrorisme. De lutter ensemble contre le terrorisme, mais sans agents externes, sans la France, sans d'autres pays. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui, après 2 ans d'expérience? Eh bien, ils ont oublié de lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, ils ont un agenda politique. Leur agenda politique, c'est de dire la France nous pille tout. La France commande la CEDEAO, et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont décidé de quitter cette organisation sous-régionale. La CEDEAO, c'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est vraiment important de rappeler tout cela, parce que la France s'est investie dans cette zone pendant plus d'une décennie. Il y a eu des rapports. On se souvient qu'au mois de novembre, Jean-Marie Bockel, envoyé spécial du Sahel pour Emmanuel Macron, a dit « Tout va très bien, Madame la Marquise. Les bases françaises peuvent rester en Afrique. » Une semaine après, toutes les bases étaient contraintes de quitter le territoire africain. C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, on finit par les oublier. Et je pense sincèrement qu'il est très important de continuer à regarder ce qui s'y passe, parce que le Sahel central, aujourd'hui, est le foyer international du terrorisme. L'Afghanistan, le Sahel central a même suppléé l'Afghanistan. Alors, ce qui est intéressant, bien évidemment, quand je vous dis que ces 3 pays sont sortis de la CEDEAO, ils font fortune commune dans cette espèce d'alliance des États du Sahel. Alors, je vais rester vraiment sur une ligne de crête, parce que j'observe que beaucoup de jeunes de la diaspora trouvent que c'est une forme de libération, c'est la fin de l'indépendance vis-à-vis de la France, que c'est une forme de résistance, et d'autres, au quotidien, ils vivent des arrestations, ils vivent des emprisonnements. Au Burkina Faso, par exemple, un monsieur que je connaissais, 70 ans, a été envoyé sur le front. Donc, vous voyez, la situation est extrêmement complexe. Aujourd'hui, je ne sais pas quelles solutions peuvent être trouvées. On observe que dorénavant, un nouvel acteur intervient, à savoir le Maroc. Le Maroc, évidemment, pour suppléer l'Algérie, qui a eu quelques difficultés dernièrement avec le Mali. Le Maroc essaye de se positionner comme médiateur dans cette zone. Il promet des tas de choses, notamment la création d'une route pour que ces 3 pays enclavés puissent avoir un accès sur l'Atlantique. À voir, parce que c'est un projet pharaonique, bien évidemment. Ces pays sont enclavés, mais différents acteurs se positionnent. Les Turcs, les Chinois, les Russes. Je parle aussi de milices turques, de milices russes. Quand on voit tous ces acteurs, sachant qu'ils n'ont pas d'agenda commun, ils n'ont pas pour agenda de lutter contre le terrorisme, ils ont un agenda propre qui est de piller les ressources de ces pays, il y a de quoi s'inquiéter. Et je crains aussi que l'année prochaine, les nouvelles ne seront pas très bonnes, d'autant que la démocratie, une fois de plus, montre des signes de faiblesse. L'année dernière, on était heureux de voir que le Sénégal avait réussi son pari, avait réussi à montrer qu'il restait une démocratie qui tenait debout. Là, on observe avec dépit que Faure Gnassingbé restera sans doute encore très longtemps au pouvoir, et Alassane Ouattara, à plus de 80 ans, se présente pour un 4e mandat. Merci Caroline. Sans plus attendre, on passe à l'Asie qui marque beaucoup la tectonique des plaques géopolitiques en ce moment.
Merci Pascal. Oui, en effet, l'Asie-Pacifique, qui, attire l'attention, régulièrement, mais plus encore en ces instants, du moins sur ces 3 derniers jours avec, on l'a déjà mentionné, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui permet à la Chine de se déployer en majesté, et surtout de développer un discours, axé sur, sur la paix, sur le respect du statu quo, sur le retour au multilatéralisme, sur le respect des Nations unies, de l'ONU. D'ailleurs, le secrétaire général des Nations unies était présent parmi la vingtaine de représentants invités lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et c'est vrai que durant ces 3 jours, on a eu évidemment le sentiment d'une forte reprise en main par la Chine, par rapport à, je dirais, tout un ensemble de séquences qu'on a vu se déployer au gré des humeurs et surtout de la hausse des tarifs douaniers, du président Trump et de ses déclarations à l'emporte-pièce, qui n'ont semblé épargner, personne. Et c'est là tout le paradoxe, d'une Asie, qui est déclarée comme étant un espace prioritaire, pour, l'administration américaine, et ceci qu'elle soit d'ailleurs démocrate ou républicaine, où, sur ces 2 derniers et même ces 3 derniers, mandats, si on remonte à l'administration Obama, l'Indo-Pacifique a émergé et est devenu, le concept de référence de la politique étrangère des États-Unis, et en tout cas, un concept fédérateur, assez nouveau pour, revitaliser, des alliances qui sont mises en place depuis la Seconde Guerre mondiale, qui ont beaucoup évolué, mais qui, doivent trouver peut-être un souffle et une inspiration nouvelle face à la montée en puissance qu'on a pu observer, une montée en puissance de la Chine, une montée en puissance, vous le savez, économique et militaire. Et cette dimension militaire, évidemment, elle a été, extraordinairement présente, visible et mise en scène, aujourd'hui, lors de, ce défilé militaire où on a pu voir, un trio de dictateurs, heu, assis à la droite et à la gauche, donc de Xi, je veux évidemment parler de Vladimir Poutine et de Kim Jong-un, qui, finalement, sur la base de leur vision des relations internationales, c'est-à-dire le rapport de force, eh bien, impose une nouvelle, si ce n'est une nouvelle vision, mais tâche d'imposer une nouvelle, lecture des relations internationales, et qui entérine un certain nombre de faits, accomplis en termes de gains ou de tentatives de gains territoriaux par la Chine, de façon flagrante, vous le savez, par la Russie, et qui entérine, et légitime, le statut de puissance nucléaire et de puissance diplomatique respectable de la Corée du Nord. Donc on est, face à cette image, assez frappante, qui, contribue à mettre, en accusation, ou du moins à accuser les faiblesses d'une administration américaine qui, pour l'ensemble des pays qui étaient, rassemblés autour de la Chine, symbolise le monde occidental, et où désespérément d'ailleurs l'Europe a essayé peut-être de se dissocier sans y parvenir, tout en étant la cible directe finalement de cet affrontement, qui est au centre, je dirais du système international, et évidemment plus encore en Asie, cet affrontement, entre la Chine, et les États-Unis. Et la lecture très habile de la Chine tend à superposer, je dirais, une vision d'une puissance montante et une puissance qui se veut pacifiste, en tout cas pragmatique, face à une puissance déclinante, et qui contribue, à détricoter, le système international et le droit international, de par cet unilatéralisme dans le domaine, commercial, et tarifaire, qui est, je dirais, la marque de la politique tout azimut de Donald Trump, avec sa volonté effectivement, d'enrichir les États-Unis, de partir, en guerre contre tout un État, qui parasite ou qui profite, des avantages, dont l'avantage sécuritaire, que les États-Unis ont pu prodiguer à un certain nombre de partenaires.
Et on l'a vu en observant une certaine déconvenue de la part du Japon, plus encore l'humiliation donc de la part de l'Inde, que des alliés ou partenaires, des alliés les plus proches aux partenaires les plus importants. L'Inde est quand même loin d'être une puissance négligeable, pardon. Eh bien, personne n'est épargné. Et à ce stade, on craint évidemment un retour de bâton. Et en tout cas, on ne peut qu'observer la constitution de blocs, ou en tout cas une certaine fluidité dans les équilibres multipolaires de l'Asie. Pour schématiser, effectivement, on parlerait d'un bloc de pays qui s'organise autour du discours chinois, de la puissance chinoise, et une puissance qui s'entretient à travers d'initiatives qui continuent et qui ont été tout à fait structurantes sur le plan économique. Évidemment, je fais référence à la Belt and Road Initiative. Ce clan, j'ai déjà nommé les principaux affidés, effectivement, la Russie, qui est une puissance asiatique avec une flotte du Pacifique qui est effectivement très, très active. Une Corée du Nord, donc, qui est très déstabilisante en Asie du Nord. Un bloc d'alliés qui essayent d'avoir une certaine cohérence autour des États-Unis et qui gardent une cohérence, je dirais, sur le plan stratégique grâce aux efforts du secrétaire à la Défense, qui essaye d'avoir toujours un discours sur l'intérêt des alliances, sur la présence militaire, qui préside à certains grands exercices qui ont effectivement toujours lieu et qui donnent l'impression que l'alliance avec la Corée du Sud, avec les Philippines, avec l'Australie, avec le Japon fonctionne et a encore une crédibilité militaire. Et cette crédibilité militaire, elle est de plus en plus, je dirais, contestée et notamment constatée avec une certaine inquiétude et la perception d'un déclassement progressif, y compris en termes militaires, sous l'angle, je dirais, quantitatif et qualitatif, avec des inquiétudes quant à la poursuite de la modernisation américaine, et une modernisation américaine dont certains alliés font les frais, puisqu'on a pu suivre, je dirais, les vicissitudes assez emblématiques autour du contrat AUKUS, où finalement, ne pouvant pas procéder au maintien à niveau de son ordre de bataille sous-marin, faute de pouvoir conserver le niveau de production, y compris en termes non seulement de sous-marins, mais de navires de surface, eh bien, les États-Unis, vraisemblablement, ne seront pas en mesure de fournir les sous-marins Virginia tant espérés, tant attendus par l'Australie, et se sont d'ailleurs récemment tournés vers la Corée du Sud et les chantiers navals sud-coréens pour pallier à ces défaillances. Donc on voit quelque chose qui ressemble à un retrait américain qui est attisé par les initiatives brouillonnes et l'absence de respect total des engagements de sécurité et la propension, je dirais, de Trump à toujours continuer dans cette logique transactionnelle qui fait que finalement, que ce soit la sécurité ou l'économie, eh bien, il y a des avantages en nature à obtenir et une quantification de l'aide que les États-Unis sont de moins en moins disposés à accorder gratuitement, avec ce même discours qu'on entend en Asie et en Europe, qui est la nécessité d'augmenter les budgets militaires, de contribuer à l'effort de guerre, tant, je dirais, pour les alliés européens que pour les alliés asiatiques. Donc on a finalement un Trump qui brouille un petit peu les affiliations traditionnelles et qui, en dehors, bizarrement des Philippines, met dans une position assez difficile ses principaux alliés vis-à-vis de leur opinion publique, en particulier, et je pense au Japon, le Premier ministre est extrêmement affaibli. Je pense également à la Corée du Sud, où le président actuel, le président démocrate, qui espère renouer un dialogue avec la Corée du Nord, du moins instaurer un certain apaisement, craint une initiative farfelue du président américain en termes diplomatiques et en direction de Kim Jong-un, qui n'en a d'ailleurs absolument rien à faire, et ce sera peut-être notre chance, ce refus du dialogue de Kim Jong-un avec Trump. J'arrête là. Merci
Merci Marianne pour cette clarté. Vous êtes le seul contributeur dont le secteur se porte bien, l'industrie de défense. Je sais pas s'ils se portent bien. Non, mais en fait, moi, je veux aussi parler des États-Unis et c'est d'ailleurs très intéressant qu'on parle tous des États-Unis parce qu'effectivement, le paysage stratégique, de en septembre 2025 par rapport à l'année dernière, septembre 2024, ce qui change totalement le paysage stratégique, c'est les États-Unis de Trump et quand on dit que ça le change très largement, c'est une véritable révolution stratégique qui est en train de se dérouler à l'heure actuelle. En fait, si on regarde la situation, je pense que les États-Unis, alors, les États-Unis de Trump et puis de son entourage, la logique qui est derrière, c'est que c'est la question de la puissance économique et c'est la question de la puissance économique par rapport à la Chine. Et la question militaire, en fait, elle passe au second rang et même elle est utilisée dans cette logique, économique. Bah, on le voit bien avec les Européens sur la question de l'Ukraine. C'est: «Bah, oui, on va continuer à défendre l'Ukraine. D'ailleurs, vous on va le défendre si vous nous achetez du matériel américain». Donc ça devient bien une question économique et pas une question, et pas une question, militaire. Et dans cette logique économique, bah, en fait, c'est les États-Unis contre le reste du monde. Il y a plus d'alliés. Il y a plus d'alliés, les Européens sont plus des alliés. Le plus important finalement sur la question des Européens, c'est presque la question de la taxation à 15 plus que la question du sommet de l'OTAN. Alors le sommet de l'OTAN, c'est vrai que je dirais que c'est le comble de ce paradoxe absurde. C'est-à-dire que c'est, retenez-moi, où je fais un malheur. Le malheur, c'est je me retire. Donc pour que vous restiez, qu'on reste, bah, il faut que vous passiez à 3-5 du PIB pour votre défense. Le chiffre, il est tombé, comme ça, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. La seule chose qu'on sait, c'est que tout le monde, à peu près, se dit que c'est de toute façon inatteignable en 2032. Tout le monde sait qu'il faut augmenter les budgets de défense, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les augmenter, mais que l'objectif, il n'a aucun sens. Et donc la logique qui est derrière ça pour les États-Unis, c'est: bah, la défense de l'Europe, ça me coûte cher, ça me rapporte rien, donc je me retire. Alors, on verra exactement ce que sera ce retrait parce que la national security, des États-Unis doit pas tarder à sortir et là, on saura exactement combien de soldats ils retirent et surtout combien de capacités militaires ils retirent de l'Europe. Alors on pourrait se dire: «Il y a la politique du pivot en Asie». Mais, Marianne l'a très bien, montré que, ben, non, c'est plus compliqué que ça. Quand il y a eu le discours du ministre de la défense, des États-Unis, au Shangri-La Dialogue, il y a quelques mois, il a dit, aux Asiatiques: «Bah, écoutez, je vais vous tenir le même discours qu'aux Européens, il faut que vous dépensiez plus pour votre défense». Et effectivement, il y a que les Philippines, bizarrement, on a dit: «On va se renforcer». Et par rapport à la Chine, c'est simplement un discours qui est très trumpien, c'est: «Bah, si vous attaquez que Taïwan, on gagnera la guerre». Ah oui, mais comment? Avec quoi? Et si vous voulez, il y a rien qui est expliqué derrière. Et si vous regardez le budget de défense des États-Unis, alors certes, il augmente énormément, mais si vous regardez pourquoi il augmente, c'est pour défendre les États-Unis et pas pour défendre Taïwan ou les Européens. C'est uniquement les États-Unis. Dôme de défense, sous-marin nucléaire, effectivement capacité navale parce qu'ils ont plus de production. Et donc, par rapport notamment à la question, ukrainienne, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les États-Unis aussi disent: «Bah, écoutez, nous, notre production, elle va servir à défendre les États-Unis, elle va pas desservir, ni pour les Australiens», effectivement, parce qu'à mon avis, il y aura pas de sous-marin américain pour l'Australie, ni pour les Ukrainiens et ça a été dit dès début juillet. Les patriotes, les Américains ont dit: «Bah, attendez, les patriotes, il faut qu'on triple la production pour les États-Unis, donc on vendra rien d'autre à personne. Donc il y aura pas de patriotes, de défense aérienne pour les Ukrainiens». Alors après, il y a un vrai quand même, je pense, un vrai débat derrière, qui est pas très clair, aux États-Unis derrière Trump, entre ceux qui veulent vraiment qui considèrent que, la guerre est quelque chose de non productif
et que donc il ne faut absolument pas d'intervention militaire. Et puis vous avez quand même une autre frange des républicains, qu'on retrouve avec des gens peut-être comme Edwige Colby, qui est le directeur politique au ministère de la Défense, des gens qui sont un peu plus toujours dans cette logique quand même de nécessité d'avoir une défense. Et la transaction, elle n'est pas extrêmement claire entre les deux. Je pense qu'il y a un exemple, et je terminerai par ça, qui est très révélateur, c'est la question de ce qui s'est passé sur l'Iran. Ils sont intervenus pour bombarder Fendo, et puis après, ils ont dit, allez, stop, on arrête tout. Vous arrêtez ce conflit. Ce qui voulait dire qu'ils ne voulaient absolument pas s'impliquer dans la durée militairement par rapport à l'Iran. Merci, on va passer avec Mathilde Merci, on va passer avec Mathilde au climat, là aussi où le facteur Trump joue un rôle important. Alors, parfait, vous m'entendez? Donc je vais effectivement, merci Pascal, vous parler aujourd'hui du climat, puisqu'une des grandes tendances observables de 2025 sur les enjeux climatiques, c'était le détricotage des politiques climatiques. Et c'est un phénomène qui était perceptible sur tous les continents, dans la plupart des pays, notamment ceux qui étaient déjà relativement avancés ou vocaux sur les sujets climatiques, comme les États-Unis ou les pays de l'Union européenne. En parallèle de cette tendance-là, on observe aussi une montée de mouvements populistes et de leaders populistes à la tête de certains États. Et donc, au vu de cette concomitance-là de mouvements à la fois populistes et de dynamiques anti-écologiques, on parle aujourd'hui, pour certains, de l'émergence d'une forme de populisme anti-écologique qui correspond de manière grossière à un processus de légitimation, de délégitimation, pardon, et une instrumentalisation de la crise climatique qui se manifeste principalement au sein de populismes de droite qui sont historiquement plus réfractaires aux enjeux climatiques. Le cas qui est assez intéressant, c'est donc les États-Unis, comme vous l'avez compris ce soir. C'est assez intéressant puisqu'on constate vraiment une matérialisation de ce populisme anti-écologique-là, même si on le voit aussi évidemment autre part, comme je vous disais, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, etc. Et donc aux États-Unis, on peut constater que cette forme-là de populisme anti-écologique, elle s'attaque à peu près tous les piliers qui permettent de mettre en place et de lutter en fait contre les changements climatiques. Le premier pilier auquel va s'attaquer l'administration et le gouvernement Trump, c'est notamment la production scientifique. Donc vous en avez certainement entendu parler, mais en début d'année, l'administration Trump s'est attaquée à des agences nationales en lien avec l'environnement, la NOAA par exemple, qui est l'Agence nationale pour l'océan et l'atmosphère des États-Unis, ou à l'EPA, qui est l'Agence de protection de l'environnement. Et dans les deux cas, dans ces deux agences, il y a eu des vagues de licenciements absolument massives. Plus récemment encore, les attaques ont continué aussi cet été, évidemment, avec fin mai, l'équipe qui était en charge d'un site américain qui s'appelle climate.gov, qui a été licenciée. Et c'est problématique parce que c'est un des sites les plus visités en termes d'informations climatiques. Il y a eu aussi, mais Emmanuel H. en parlera après pour compléter mon propos, mais il y a eu un rapport du ministère de l'Énergie américain qui est sorti fin juillet sur les impacts des émissions de gaz à effet de serre sur le climat des États-Unis. Et là, de nombreux chercheurs l'ont dénoncé pour, en gros, la quantité d'erreurs et d'informations complètement fausses qui étaient dans ce rapport-là. Ça, c'est pour l'aspect des informations, des informations aussi, évidemment, mais c'est sur le pilier plutôt scientifique, qui est donc un des piliers de base sur les sujets pour lutter contre les changements climatiques. On a ensuite une administration, un gouvernement qui va s'attaquer aux stratégies et aux objectifs climatiques qui ont été établis. Pareil, vous avez certainement entendu parler du retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Ce n'est pas encore effectif, mais ça le sera à partir de janvier 2026. Donald Trump a aussi signé des décrets pour alléger les régulations environnementales imposées aux entreprises en matière de pollution des eaux, des sols et de transparence aussi. Il a aussi une politique pro-fossile qui va complètement à l'encontre du Green New Deal et de l'Inflation Reduction Act, l'IRA, qui avait été mis en place par l'administration Biden. Et enfin, on a un troisième pilier qui est attaqué, c'est le pilier qui permet d'opérationnaliser toute cette politique climatique-là pour lutter contre les changements climatiques, et c'est le pilier financier. Donc on a un retrait financier, un désengagement financier colossal de la part des États-Unis, avec un arrêt immédiat de toute contribution financière dans le cadre de la CNUC, qui est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est donc la maison mère de toutes les COP.
On a aussi on a eu l'annulation d'un versement de 4 milliards de dollars pour le Fonds vert pour le climat. On a eu aussi un pays qui s'est complètement retiré du fonds pertes et dommages. Donc voilà, donc on a un retrait américain d'à peu près tout ce qui permet aujourd'hui de lutter contre les changements climatiques, mais aussi de construire notre résilience à nous en tant que société pour pouvoir faire face à ces impacts des changements climatiques. Je parle des États-Unis, mais c'est aussi important de mentionner que l'Union européenne n'est pas du tout exemplaire aussi sur ce dossier-là, de manière très différente, puisque les États-Unis ont été, ou l'administration Trump est ouvertement climato-sceptique, mais l'Union européenne est aussi en train de mener des opérations assez similaires, sauf que c'est plus discret, peut-être plus progressif. Mais il y a donc une forme de dérégulation climatique aussi qui est en train de s'opérer au niveau de l'Union européenne. Donc, quelles sont les conséquences ces différents, de l'attaque de ces différents piliers que je mentionnais? Il y en a plusieurs évidemment qui qui ont des répercussions notamment à l'échelle internationale. Une première qui est une conséquence sur le leadership climatique, puisque le backlash écologique à la fois américain mais européen ouvre la voie complètement à d'autres acteurs qui pourraient reprendre ce leadership climatique. On a aussi un risque très important d'effet domino et donc d'immobilisme par rapport à la crise climatique, puisque la position des États-Unis pourrait encourager des États qui sont potentiellement réfractaires à faire la même chose, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui deviendrait acceptable. Si les États-Unis le font, pourquoi pas d'autres États? On a ensuite, à travers cette attitude américaine, une contestation des principes qui sont vraiment les principes clés du régime climatique international. Le désengagement climatique, par exemple, des Américains remet directement en question les concepts de responsabilité historique, de responsabilité commune mais différenciée, qui sont des fondamentaux, comme je vous disais, du régime climatique international. Et enfin, on a des conséquences très générales, mais aussi très concrètes aussi sur le multilatéralisme climatique, avec notamment une COP30 qui approche. Et donc, on peut vraiment s'interroger sur les conséquences que va avoir ce retrait américain depuis un an. Et voilà, comment est-ce que ça va impacter l'évolution et comment ça va impacter cette COP30 qui pourtant est absolument essentielle puisqu'elle marque les 10 ans de l'accord de Paris. Et donc, on a des grandes attentes par rapport à cette COP-là en termes de renouvellement des ambitions climatiques des pays et aussi en termes de bilan pour voir où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui sur les enjeux climatiques. Je vais peut-être finir sur une note un peu positive parce qu'il y a alors des raisons de se réjouir, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des raisons d'espérer. On voit qu'il y a un désengagement des États, comme je vous disais, sur plusieurs fronts, sur plusieurs continents. Mais en revanche, il y a un engagement de la société civile et du secteur privé qui est intéressant à observer et qui est très fort aussi. On voit que les 85% des Européens considèrent les changements climatiques comme encore problématiques. C'est une enquête qui est sortie en juin. Donc on voit va y avoir aussi une forme de compensation de la part de la société civile. Je vous parlais du site climate.gov qui a été complètement tué en fait par l'administration Trump, qui maintenant est relégué sur un site de la NOAA. En fait, toutes les équipes qui ont été licenciées ont monté leur propre site qui fait exactement la même chose. Donc voilà, donc il y a des initiatives un petit peu comme ça. On a le secteur privé aussi, contrairement à ce qu'on dit, qui est encore intéressé à l'idée d'être ambitieux climatiquement, peut-être de manière un petit peu moins vocale, mais qui l'est encore avec des coalitions d'entreprises qui montrent qu'elles soutiennent de manière encore importante les politiques européennes, par exemple, qui ont été mises en place. Voilà, donc c'est à nous de nous mobiliser aussi sur ces sujets-là, puisqu'on voit qu'il y a ce retrait qui opère, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est en train de se démotiver sur ces sujets-là. Merci de finir par cette touche d'optimisme qui d'ailleurs, sur d'autres conflits aussi, les mesures citoyennes, on le voit, peuvent également jouer un rôle. Je passe tout de suite la parole à Camille qui va nous parler de la situation économique. Merci Pascal. Alors, on a souvent tendance à, effectivement, quand on parle d'économie et qu'on regarde la situation économique aux États-Unis, à qualifier les prises de position de Donald Trump de folles, d'incompréhensibles, d'hasardeuses. Et l'idée, c'est au contraire de vous démontrer en ces 5 minutes que, au contraire, c'est un rationalisme effrayant peut-être qui est, comment dire, à l'action. Alors certes, effectivement, il y a une rhétorique agressive, une rupture dans le style par rapport à ses prédécesseurs, mais il y a une continuité, au contraire, par rapport à notamment son premier mandat où, je le rappelle, hein, il y a eu des baisses d'impôts très importantes, notamment avec son tax cut de 2017 et puis, effectivement, la hausse des droits de douane qu'il avait essayé d'entamer, dès son arrivée, à la Maison Blanche en 2017 et qu'il a
politique qui avait été un peu interrompue avec le Covid. Donc pour comprendre en fait la politique économique américaine, il faut comprendre qu'il est impensable pour le peuple américain en fait de devenir deuxième et d'être rétrogradé derrière notamment la Chine. Et lorsqu'effectivement on peut, l'idée de Donald Trump, c'est de véritablement endiguer l'ascension commerciale de la Chine, qui, je le rappelle, a dépassé les États-Unis en termes de parité de pouvoir d'achat. Et donc, il y a une véritable menace selon Trump, hein, sur ces questions. Et donc, quel est le plan économique qu'il veut mettre en place? C'est d'abord contrôler les importations, notamment à l'aide de droits de douane, et stimuler les exportations. En un mot, le New Deal Trumpiste, si vous pouvez me passer cette expression, c'est bien sûr d'importer moins pour exporter plus. Et donc, effectivement, quand on prend importer plus, comment ça se formule? L'idée, c'est véritablement de renouveler avec un âge d'or économique, hein, une vision un peu réactionnaire, qui a été émise, notamment une image qui a été émise dans le discours de Scott Benson lors de son intronisation comme secrétaire au Trésor, et qui, dans l'imaginaire américain, renoue avec cette période qui s'appelait la Gild Age, qui avait lieu autour de 1890 et qui a vu l'émergence de monopoles, de trusts immenses, hein, à l'instar de la Standard Oil. Et donc la Gild Age n'est pas uniquement une série sur Netflix, mais c'est aussi la fondation d'une oligarchie qui a perduré, puisqu'effectivement, c'est les Rockefeller, etc., sont issus de cet âge. Donc l'idée, c'est véritablement de remettre cet imaginaire en place et de s'inspirer notamment, comme l'ont dit mes collègues, effectivement, d'un projet qui s'appelle Project 2025, qui a été fondé notamment par l'Heritage Foundation, qui est un think tank de droite, conservateur, hein, qui, effectivement, dont le projet était de rompre notamment avec le multilatéralisme qui a été effectivement consacré avec la création de l'OMC, et dont effectivement le principe était celui fondateur, hein, de cette instance, c'est le principe de la nation la plus favorisée, qui vise, lorsque vous émettez un droit de douane, par exemple, sur l'énergie à 40%, vous le faites à tout le monde. Et donc, l'idée, c'est de redealer ce principe en instaurant des droits de douane au cas par cas, au deal. Donc, on passe véritablement d'un multilatéralisme à une diplomatie de contrat au cas par cas. Et donc, effectivement, la rhétorique était de limiter les asymétries, selon les termes de Donald Trump, qu'il y avait avec certains pays. Alors certains pays, c'est presque 80% du monde, hein, et notamment l'Europe, et bien entendu la Chine. Alors les niveaux de douane, bien sûr, rappellent ceux qui avaient été émis en 1930 à l'issue, effectivement, de la crise de 1929, donc autour de 20%, et qui effectivement ont été juste avant une période effectivement de montée du fascisme dans l'ensemble du monde. Donc ce Liberation Day, comme il le dit, hein, effectivement, c'est effectivement libérer des droits de douane et redéfinir les règles mondiales et se servir de ces droits de douane comme un levier de négociation, mais également comme un pouvoir de sanction. Et c'est effectivement ce qu'il fait actuellement avec, on l'a vu, l'Union européenne dans le deal qui a été conclu en août, là, tout récemment. L'idée, c'est de sanctionner pour pouvoir effectivement imposer ces conditions. Et l'idée, et bien sûr, c'est effectivement de relocaliser ensuite, d'attirer, bien évidemment, hein, d'attirer les entreprises sur le sol américain. Alors, cette politique n'est pas nouvelle, hein, puisqu'il y avait effectivement le CHIPS Act qui avait été mis en place par Joe Biden sur les semi-conducteurs. Mais l'idée, c'est de généraliser la relocalisation aux États-Unis
et de relancer notamment les industries lourdes, hein. Et c'est là qu'on voit effectivement toute l'industrie de la côte est qui est en train de comment dire, se redynamiser et qui avait été mise en péril dans les années 90. 90. Et donc, on attire notamment en faisant comment dire, des diminutions d'impôts et en sortant, par exemple, là encore, d'accords multilatéraux qui avaient été notamment signés à l'OCDE qui visaient à imposer notamment les GAFA. Effectivement, parce qu'on sait très bien que les GAFA sont des entreprises, hein, donc les GAFA, les grandes entreprises de la tech américaine, sont des entreprises qui ne payent quasiment pas d'impôts. Et donc l'idée de cet accord, c'était justement qu'elles payent un peu, hein, qu'elles contribuent à là où elles sont implantées localement. Et donc l'idée, c'est qu'en sortant de ce plan, BEPS, l'idée, c'est au contraire de stimuler une certaine économie, notamment l'économie de l'intelligence artificielle. Parce que les États-Unis ont effectivement réussi à s'accaparer l'ensemble de la chaîne de production de l'intelligence artificielle, à l'exception d'un maillot qui est celui des semi-conducteurs notamment. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'on a une politique de voilà, néo-mercantiliste, de conquête vis-à-vis notamment de certains pays comme le Groenland, de la RDC, qui possèdent au contraire des semi-conducteurs, là où par exemple la Chine possède énormément de semi-conducteurs, mais les États-Unis ont un déficit. Donc l'idée, c'est au contraire d'aller s'accaparer l'ensemble de cette chaîne de production pour pouvoir détenir, monopoliser en quelque sorte cette industrie et imposer, notamment à l'Europe, des conditions qui sont parfois, comment dire, contestables démocratiquement parlant, puisqu'effectivement les États-Unis veulent et notamment critiquent, hein, des lois, des actes fondateurs, hein, qui sont très importants pour la démocratie numérique, le DSA et le DMA et l'IA Act, qui visent notamment à faire en sorte voilà, que la transparence, la modération et puis le contrôle, effectivement, faire en sorte que comment dire, la politique comment dire, antitrust soit respectée. Et donc, l'idée, c'est de remettre en cause comment dire, ces politiques, une vision en fait démocratique quelque part, et notamment en mettant un bras de fer, notamment sur l'énergie. Non, parce qu'on n'oublie pas qu'effectivement, l'intelligence artificielle, ça consomme énormément, hein, 30 à 50% des coûts d'exploitation d'un data center sont des coûts énergétiques. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, et ça je ne m'attarderai pas dessus, hein, c'est qu'effectivement, mettre la politique industrielle et surtout énergétique au service de cette politique d'intelligence artificielle. Je pense que la transition est toute faite, hein. Exactement. Oui, bravo pour cette transition. Donc, on va passer, last but not least, à Emmanuel pour les questions énergétiques. Là aussi, fort, baby, fort. Drill. Exactement. Merci beaucoup, Pascal, et merci pour la transition, Camille. Bonsoir à toutes et toutes. Alors moi, je vais essayer d'être aussi très, très schématique. Je vais faire comme Didier tout à l'heure. Je vais faire 3 parties très schématiques. Alors, grand 1, pétrole et Trump. Le retour des pétrostates, c'est-à-dire des États pétroliers ou en tout cas de l'oligarchie pétrolière aux États-Unis. Grand 2, ENR et Chine. Les électrostates, c'est-à-dire ceux qui veulent s'électrifier. Grand 3, BRICS et matières premières. Comme ça, vous allez avoir un condensé assez synthétique de tout ce qui s'est passé sur les marchés de matières premières. Premier point, Trump et le pétrole. Alors, Trump, il a réussi quelque chose d'assez magique. Pourquoi? Parce qu'en 2024, on a eu un marché pétrolier qui est resté dans une bande très étroite de 10 $. C'est-à-dire qu'on est resté pendant 1 an entre 75 et 85 $ le baril, c'est-à-dire une stabilité qu'on n'avait pas connue depuis près de 10 ans sur les marchés pétroliers. C'est-à-dire que pour les industriels américains, le rêve, pour les consommateurs américains, le rêve. Et pourtant, Trump, premier jour de son investiture, il nous publie une ordonnance sur l'urgence énergétique. Alors, urgence énergétique qui répond totalement aux objectifs économiques de Trump, dans lequel vous avez notamment le fameux drill, baby drill,
mais quelque part, aucune surprise. Aucune surprise, pourquoi? Parce que de toute façon, ce drill, baby drill, il a été annoncé depuis le début de la campagne électorale américaine. Et puis d'un point de vue très très culturel, le drill, baby drill, c'est une culture américaine. Hein, que ça soit sous Obama, sous Biden, sous Trump 1, sous Trump 2, de toute façon, la production d'énergie fossile augmente aux États-Unis depuis près de 15 ans. Et j'ai j'ai le malheur de vous dire que la plus forte augmentation s'est produite sous Obama. Vous voyez, plus 81% de production et gazière et pétrolière supplémentaire pendant 8 ans. Donc, quelque part, il n'y a aucune surprise à ce niveau-là. La surprise, à mon sens, c'est la stratégie de Trump par rapport à deux objectifs contradictoires. L'un qui est économique, c'est de dire aux consommateurs, on va produire plus, donc vous allez avoir des prix plus bas et de dire en même temps aux industriels pétroliers américains, vous allez produire plus, donc vous allez avoir des prix plus élevés. Ce qui est totalement incohérent. Voyez. Et cette incohérence, ça touche à l'incohérence de toute la politique énergétique américaine à l'heure actuelle, c'est-à-dire de poursuivre deux objectifs, l'un pour des industriels, l'autre pour des consommateurs, qui sont fondamentalement contradictoires. Vous rajoutez à ça que les producteurs américains de pétrole, ce qu'ils attendent, c'est un signal prix extérieur très fort, c'est-à-dire une raréfaction du pétrole au niveau international. Or, les producteurs américains, ils ne sont pas guidés par les intentions de Trump, ils sont tout simplement guidés par ce qui se passe à la bourse de New York. Les prix sont plus élevés, le rendement de leur action augmente, ils investissent. Et pour ça, il faut des prix stables, réguliers et en augmentation pendant très très longtemps. Donc aujourd'hui, le signal envoyé aux industriels, il n'a absolument pas fonctionné. Alors, est-ce qu'il a fonctionné vis-à-vis des consommateurs? Non plus. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous voyez aussi une incohérence de la politique tarifaire américaine de Trump. Les deux principaux pays fournisseurs de pétrole aux États-Unis, c'est le Canada et le Mexique. Ils font 70% des importations américaines de pétrole. Ce sont les deux pays qui ont été le plus touchés par les mesures tarifaires en Amérique du Nord. Voyez. Donc ça veut dire qu'il a taxé plus fortement les importations de pétrole de ces deux principaux fournisseurs. Donc là aussi, au niveau de l'inflation américaine, ça n'a donné aucun résultat. Il en est arrivé même à virer la personne qui est chargée des statistiques à la fois de l'emploi et de l'INSEE américain. Voyez. Donc en gros, quand le réel n'est pas le désir du réel, qu'est-ce qu'on fait? On casse le thermomètre ou, comme dans les questions climatiques, on va tout simplement virer les personnes en fait, qui vous annoncent des très très mauvaises nouvelles. Troisième non-perception du réel, et là vous comprenez justement cette politique énergétique américaine, c'est effectivement le rapport dont nous parlait tout à l'heure Mathilde, quelque part la cohérence, si on veut trouver une cohérence dans la politique énergétique américaine, c'est que le réchauffement climatique n'existe pas. Le rapport de juillet 2025 qui est paru est une aberration scientifique d'un bout à l'autre, hein. Je vous conseille juste de lire en fait ce qu'on appelle le résumé exécutif, c'est-à-dire un truc très court où vous allez apprendre que l'homme n'a pas d'impact sur le climat, pas plus que les variations climatiques naturelles, et que finalement, aller dans la transition énergétique, ça coûterait plus cher d'un point de vue économique et social que de ne rien faire. Effectivement, on en reparlera après 3-4 événements naturels aux États-Unis du type Katrina, par exemple. L'Europe dans tout ça, c'est très intéressant ce qui s'est passé. Il s'est quand même passé certaines choses hein, d'un point de vue énergétique. Est-ce que vous êtes au courant que la Commission européenne a signé un accord de 750 milliards d'importations américaines sur 3 ans? Aucun détail sur est-ce que ça sera du pétrole, du gaz, du charbon, quels impacts environnementaux, pourquoi? Pourquoi cet accord est d'autant plus contestable que lorsque vous regardez notamment ce qu'on appelle la consommation d'énergie primaire, sans rentrer dans les détails, d'un point de vue des énergies fossiles, elle diminue depuis 2005, cette consommation d'énergie fossile. Donc en fait, on s'oblige à importer des choses dont on n'a réellement peut-être pas besoin. Alors certes, ça nous permet peut-être de ne plus dépendre de la Russie pour le gaz, mais finalement, dans l'ère trumpiste ou trumpienne, je ne sais pas, est-ce qu'il vaut mieux dépendre en fait des États-Unis d'un point de vue pétrolier avec une personne qui potentiellement pourrait
pourrait mettre des tarifs, etc., etc. Il y a véritablement un problème de cohérence au niveau de la Commission européenne qui a signé cet accord, qui est absolument, en termes comment dire, de masse financière, hein, 750 milliards, ça fait 250 milliards par an. Ça veut dire importer 3 fois plus que ce que l'on fait aujourd'hui. On est autour de entre 60 et 70 milliards par an. Vous voyez? Donc, vous voyez, ce sont des sommes qui sont complètement déraisonnables. Grand 2, la Chine et les ENR et ce que j'appelle les electrostates. Rapidement, je vais faire rapide. C'est vrai, oh là là, j'ai fait 7 minutes, je suis désolé. C'est la passion. Non, mais très très vite. Mais les 2 derniers sujets, je peux les traiter très rapidement. Il y a quand même des bonnes nouvelles. On n'a jamais autant investi dans les énergies bas carbone. 2100 milliards d'investissements en 2024. On va continuer cette tendance aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il en faudrait 2,5 fois plus pour aller vers une neutralité bas carbone. Donc, ça pose véritablement un problème. Mais le principal problème, il n'est pas véritablement là. Il est plutôt autour de qui investit. Sur ces 2100 milliards, 835 milliards, c'est la Chine. Et quelque part, vous avez une mainmise à l'heure actuelle qui est, j'allais dire, aussi importante et aussi, j'allais dire, à prendre en compte de la Chine sur l'ensemble de la chaîne de valeur des technologies bas carbone. 45% de l'éolien en Chine, 45% en fait du solaire en Chine. Et donc, ça pose un problème, là encore, au niveau européen. Pourquoi? Parce que tout simplement, la recette pour être souverain énergétiquement, c'est de faire de la technologie bas carbone. Or, si vous êtes dépendant autant des chaînes de valeur, ça pose problème. Troisième point, les BRICS et les matières premières. Chose dont on n'a pas parlé assez, à mon sens, c'est quand même, on a quand même des BRICS devenus BRICS+, qui ont intégré encore début 2025 l'Indonésie. Il faut voir que ce qu'on a derrière BRICS+, on parle souvent ils sont hétérogènes politiquement, économiquement. Oui, enfin, ils ont un point commun, ça s'appelle les matières premières. Ils assurent 40% de la sécurité alimentaire mondiale. Ils assurent entre 35 et 40% de la production pétrolière mondiale. Et ils font entre 50 et 60% de l'ensemble de la production métallique mondiale. Donc, ça veut dire que devant nous, en fait, on a potentiellement un acteur majeur, certes hétérogène, mais qui peut aller brider justement ces questions liées aux matières premières. Merci beaucoup. Merci Emmanuel, merci à tous pour la clarté, le caractère très, très net de vos propos. Je signale qu'il y a, pour ceux qui sont debout, il y a des places au premier rang et on ne postillonne pas à ce moment-là, c'est tout à fait safe. Donc vous pouvez venir. Il y a des micros qui sont à vos dispositions, donc on va pouvoir apprendre des questions. Oui, merci pour me donner la parole. Mais je vais essayer d'être rapide aussi. Quand je fais une synthèse de ce que je viens d'entendre, très riche, hein, ça, je n'ai pas besoin de le dire. J'en déduis la conclusion que c'est moi d'être vulgaire, mais que c'est le bordel aux États-Unis, hein, et c'est aussi le bordel en Europe. Par contre, là où c'est solide, où c'est vraiment quelque chose qui va de l'avant, c'est la Chine. Quand on voit ça, on se dit, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait avec les États-Unis? Ils veulent pas nous aider et ils nous... Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ne faisons pas un accord avec la Chine? Hein? Non mais je suis sérieux. Mais le seul problème, personne n'en doute. C'est pas... Le seul problème quand même, derrière, il y a quand même le piège de Thucydide. Le piège de Thucydide que vous connaissez bien. Pour moi, il y a une probabilité très forte qu'il y ait une guerre quand même entre les États-Unis et la Chine. Quelques manières que ça arrive. Si c'est le cas, on en prendrait plein la gueule des États-Unis, peut-être un peu de la Chine. Donc, cette idée qui paraît géniale, elle n'est pas forcément. Okay. On va prendre 3 ou 4 questions d'intervention ensuite, monsieur, continuez. Oui. Il y a eu un événement intéressant. Trump a fait une tournée dans 3 monarchies du Golfe avec des projets gigantesques. Et là, je me tourne vers Camille Bolinguet sur les data, sur l'IA, avec des chiffres de 1 trillion de dollars. Ce qui est intéressant, et c'est là où je voudrais avoir votre avis, c'est que Trump a exigé la même chose de la part de ces 3 monarchies,
investissez le même montant pour en faire chez nous des pôles IA, à peu près pour les mêmes montants, car nous voulons être leader, et cetera. Ma question est suivante: est-ce que ce faisant, Trump n'est-il pas en train de donner à ces 3 monarchies, si les projets se réalisent, un poids significatif sur les orientations de l'économie américaine? Un effet retour. Car si jamais les Émirats, l'Arabie Saoudite et le Qatar investissent les montants qui ont été annoncés par symétrie, ils auront un poids dans l'économie américaine et je ne suis pas certain que ceci était anticipé par Trump, qui est évidemment, polarisé par les fantasmes que l'on connaît. Merci. Merci à vous. Paul, allez-y. Tout à l'heure, vous avez évoqué, Allez, plus près du micro. ouais, Oui. vous avez évoqué tout à l'heure les questions d'ordre, énergétique et notamment l'accord qui a été conclu entre, les États-Unis et l'Europe. Donc, depuis que la France a cessé de s'alimenter avec le gaz russe, on a du GNL qui nous vient des États-Unis qui nous coûte, 8 fois plus cher. Sachant qu'aujourd'hui, l'avenir de la France et de l'Europe, c'est de se réindustrialiser. Quelle est quelle est pour vous les réelles perspectives qu'il y aura pour notre pays et pour notre continent si on n'arrive pas à avoir du gaz, à moindre coût? Merci. Peut-être une dernière question avant la salle de réponse. Oui, bonsoir. Je vais rebondir, sur ce qu'a dit, Jean-Pierre Molny, lorsqu'il parlait des États-Unis et de leur volonté, aujourd'hui d'utiliser le plus de croissance sur leur budget, de guerre uniquement, pour se protéger eux, avec le DOM et cetera. Hem, Selon vous, le retrait des États-Unis demain provoquerait pour l'Europe quel risque premier? Merci. Alors, première question sur la Chine. Ursula von der Leyen est allée faire un sommet UE-Chine, il est resté qu'une journée. Ça s'est pas très bien passé. Oui, en effet. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, bien sûr, on a donné l'impression, en se focalisant évidemment sur la geste trumpienne et en évoquant la Chine, de se polariser sur, en fait, 2 superpuissances. Mais je pense que l'ensemble du système international, montre beaucoup plus de fluidité que cela et qu'il ne faut pas, finalement, nous obliger à être dans une position ou croire que nous sommes, finalement obligés de choisir ou l'option, Chine, ou l'option États-Unis. En fait, il faudrait pouvoir, gérer, nos marges de manœuvre avec peut-être plus de subtilité que nous le faisons actuellement, je parle d'un point de vue européen et s'inspirer de ce que fait l'ASEAN, dont malheureusement je n'ai pas assez, mentionné, justement cette capacité, à éviter de se retrouver, étranglés, entre ces 2 grands voisins, dont un voisin historiquement présent depuis des siècles et un nouveau voisin, qui a des prétentions, sécuritaires et tarifaires absolument exorbitantes. Alors, voilà ce que j'aurais tendance à dire, c'est que, en fait, on a quand même des avantages, des bénéfices et il faudrait peut-être montrer l'intérêt, qu'il y aurait à être, des partenaires de l'Europe d'une façon, un petit peu plus efficace et peut-être aussi se montrer plus ferme, et faire, comme l'a fait, la Chine et je pense qu'on a eu tort de ne peut-être pas, riposter avec plus d'efficacité et de fermeté, au moment où Trump nous a menacés de cette augmentation tarifaire et de toujours, s'obliger à passer sous des fourches codines américaines, dans la mesure où finalement cette garantie de sécurité, en fait, qui semble, être à l'origine de nos angoisses existentielles, on voit qu'elle est de moins en moins crédible. Donc, bah, autonomie stratégique, ça veut dire quelque chose à la fois, sous l'angle, purement politico-militaire, mais également économique. Merci. Camille, peut-être un mot sur, l'influence, des monarchies du Golfe, enfin, surtout, Émirats, Arabie Saoudite et Qatar aux États-Unis? Oui, tout à fait. Alors, je répondrai en 3 temps. Alors, tout d'abord, ces pays, du Golfe, non, investissent en fait en matière, d'intelligence artificielle, pas qu'aux États-Unis, hein, en France aussi, hein. On a eu les inz le à l'issue du sommet de Paris, effectivement,
des annonces un peu mirobolantes hein, sur ces questions et pour l'Europe. Donc je pense que c'est une stratégie plutôt de ces pays-là d'aller investir un peu partout sur des technologies porteuses stratégiques. Ensuite, je pense et je pense que Marie-Cécile, tu peux peut-être en dire un mot, mais il y a enfin, des enjeux de conflit d'intérêts entre Donald Trump et notamment certains pays du Golfe, notamment par exemple le Qatar. Hein, on se rappelle de l'épisode avec le Boeing. Heu voilà, avec des cadeaux de à peu près, je crois que c'était de l'ordre de 400 millions, hein, et cetera. Donc il y a véritablement et des projets immobiliers qui sont en cours et qui sont dealés avec la famille Trump, voilà. Et le troisième temps, c'est aussi de dire qu'effectivement, on a une politique, voilà, des Américains qui visent effectivement à aller vers une diplomatie vers effectivement les pays du Golfe, tandis que par contre la Chine, sur tout ce qui est énergétique, va aller plutôt du côté comment dire, de l'Asie centrale et aller avec tout ce qui est voilà, plutôt voilà, et on a une partition entre les deux. Et donc je pense que effectivement vous avez raison de constater ça, mais je pense que c'est quelque chose de plus large et à voir à la fois au niveau micro, au niveau Trump, et puis au niveau effectivement de ces pays qui veulent absolument se mettre sur une technologie qui est porteuse, et puis effectivement avoir une partition du monde entre voilà, d'un côté la Chine et de l'autre côté les pays du Golfe. Emmanuel, est-ce que l'Europe est condamnée à ne pas pouvoir se réindustrialiser du fait du coût de l'énergie? Bah, je pense que dans votre question, il y a 2 questions finalement. Il y a une question, conjoncturelle avec l'accord UE-US sur les importations d'énergie, mais là, impossible de vous répondre parce qu'on ne sait pas à quel prix on va pouvoir importer l'énergie en provenance des États-Unis. Parce que 250 milliards d'euros ou de dollars, tout dépend du prix du pétrole, du gaz. Donc en fait, on n'a aucune idée et on n'a aucun détail en fait sur cet accord. Structurellement, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la faiblesse de l'Europe aujourd'hui, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que les prix d'énergie, mais les prix d'énergie, c'est véritablement un facteur, j'allais dire structurel très important de la compétitivité industrielle. On a des prix de l'énergie qui sont, entre 30 à 40 supérieurs, à ce qu'on trouve, aux États-Unis ou en Chine. Et derrière les prix de l'énergie, il y a aussi un positionnement industriel. Sur quel secteur industriel vous voulez vous repositionner? Les prix de l'énergie aux États-Unis sont tellement bas que les industriels européens délocalisent leur chimie, ils délocalisent leur production, j'allais dire industrielle, même automobile, en fait, pour aller produire sur le territoire américain. Pourquoi? Parce que vous avez eu, pendant la période Biden, il faut quand même parler aussi de la période Biden, hein, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, c'était quoi? C'était sûrement l'accord le plus, j'allais dire, offensif envers la compétitivité européenne, où en gros, on donnait des incitations fiscales aux industriels européens pour venir produire sur le territoire américain. Et pour bénéficier, par exemple, dans le secteur automobile les véhicules électriques, vous n'aviez les subventions que si vous produisez sur le territoire américain. Donc il y a tout un ensemble, j'allais dire, il y a une offensive industrielle à la fois américaine et chinoise. Et j'ai presque envie de vous dire, l'IRA, c'était autour de 400 milliards de dollars. Le plan Made in China, c'est 1000 milliards de dollars. Le plan qu'on appelle le Net Zero Industry Act en Europe, c'est 92 milliards de dollars. À un moment, il faut retourner à la vérité des chiffres. On ne fait pas la même chose avec 92 milliards de dollars qu'avec 1000 milliards de dollars. Vous voyez? Donc, tant qu'on ne mettra pas, j'allais dire, à niveau ce que l'on souhaite pour les industriels européens, il n'y aura pas de réindustrialisation. Oui, voilà, c'est dit. Didier, un ajout sur le Golfe? Oui, bon, sur les aspects économiques, je partage ce qu'ont dit mes amis et collègues, mais il y a aussi le point de vue politique. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est juste après l'invasion de l'Ukraine, Biden, qui avait juré ses grands dieux que jamais il ne mettrait les pieds en Arabie Saoudite, s'est rendu en Arabie Saoudite pour demander à Mohammed Ben Salman
d'augmenter la production pétrolière. Il n'a pas eu gain de cause, il est reparti les mains vides. Et pire pour Biden, 2 mois plus tard, je crois, les Saoudiens ont signé un accord avec les Russes dans le cadre de l'OPEP+, pour réduire la production pétrolière. Donc déjà, ça vous indique que si l'Arabie saoudite ne rompt aucunement ses relations traditionnelles avec les États-Unis, elle les relativise grandement. Et deuxième aspect, toujours sur l'Arabie saoudite, qui est quand même un pays central dans la partie arabe du Golfe, puisque de l'autre côté, il y a quand même l'Iran qui n'est pas partie négligeable. Rappelez-vous que juste avant le 7 octobre, Mohammed Ben Salman, le même, sur la chaîne Fox News, c'était à la fin du mois de septembre, déclarait que décidément les pourparlers avec Israël allaient bon train et qu'un accord allait sûrement être conclu. Tout cela a volé en éclats à la suite du 7 octobre pour des raisons assez évidentes. Mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est que Mohammed Ben Salman, les Saoudiens, pour leurs intérêts propres, et le jeu entre le pouvoir et l'opinion publique saoudienne qui existe, c'est le refus d'aller plus loin dans quelque négociation que ce soit avec les Israéliens au vu de leur politique contre la Palestine. C'est essentiel, c'est absolument fondamental. L'Arabie saoudite n'a plus confiance en Israël et donc il ne faut pas imaginer que des accords d'Abraham plus pourraient être contresignés, en tout cas sur le moyen terme. Ça, je n'y crois pas une seule seconde. Et ce qui est très intéressant, et je termine là-dessus, c'est qu'à contrario, les Saoudiens sont beaucoup plus enclins aujourd'hui, je parle au niveau régional, à discuter avec l'Iran. Quand l'Iran a été bombardé au mois de juin, le premier communiqué à 6 heures du matin qui provenait du trône, c'était « soutien à nos frères iraniens ». Dans la bouche d'un dirigeant saoudien, c'est pas tout à fait neutre. Jean-Pierre, tu as été interrogé sur l'industrie. Oui. Alors il y a 3 facteurs, par rapport à la question des Américains en Europe et des conséquences d'un retrait. Le premier facteur, c'est la question des capacités. Il y a un certain nombre de capacités américaines, sur lesquelles on a des lacunes au niveau européen. C'est bien identifié, c'est tout ce qui est frappe dans la profondeur, défense aérienne, tout ce qui est, ISR, donc renseignement satellitaire, communication. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la vitesse de retrait. Comment vont se retirer les Américains? J'ai envie de dire, si nous, d'une certaine manière, s'ils le font progressivement, ça nous arrangerait. Ça nous arrangerait parce que finalement, notre autonomie stratégique, on pourrait la construire. Il nous faut de la durée pour la construire, notamment pour fabriquer défense aérienne, frappe dans la profondeur, etc. Tout ce que là, on dépend des Américains. Le risque, ce qu'on craint en fait, le pire aujourd'hui avec les Américains, c'est qu'ils disent on se retire, mais bon, on peut laisser les capacités américaines en Europe, mais vous nous les achetez. Et alors là, la dépendance vis-à-vis, en termes de matériel, elle va augmenter et ça va être une catastrophe pour l'industrie de défense européenne, si on doit acheter les capacités américaines. Le troisième facteur, c'est le facteur otanien, je termine là-dessus. Il y a une question sur qu'est-ce que font les Américains vis-à-vis de l'OTAN. Le risque finalement, c'est qu'ils restent, mais qu'ils restent, si vous voulez, vous avez les clés du camion, mais vous ne faites pas avancer le camion. Et là, on a un autre risque au niveau européen, parce qu'en réalité, il faudrait que les Européens prennent les clés du camion. Les Français, ils seraient plutôt d'accord pour le faire. Le problème, c'est que nos partenaires européens disent ah non, sans les Américains, on ne sait pas faire, donc on voudrait que les Américains restent. Parce que grosso modo, l'opérationnel, c'est l'OTAN. Après, tout ce qui est politique d'armement, financement, etc., c'est l'Union européenne. Donc la question, c'est pas l'Union européenne contre l'OTAN, mais il y a des compétences, j'ai envie de dire, de chaque côté. Oui. Il y a en fait une convergence d'intérêts entre Poutine et Trump. Poutine faisant peur aux pays européens, les pays européens n'osent pas se réclamer l'indépendance par rapport aux États-Unis. Et l'enjeu, c'est que même si les intentions de Poutine sont agressives, il n'a pas les moyens de faire une guerre aux pays de l'Union européenne dans les mois qui viennent. Donc on pourrait dire on a quelques années pour préparer l'autonomie. Et en fait, on a tellement peur qu'on continue à alimenter la machine de guerre américaine au détriment d'une base industrielle et technologique de défense européenne en disant on a 5-6 ans devant nous pour la faire, donc on arrête d'acheter américain et on se prépare pendant 5-6 ans en pensant que de toute façon la Russie n'a pas les moyens, elle a du mal à digérer l'Ukraine et à arriver à Kiev, donc elle n'est pas prête à arriver à Varsovie ou Berlin.
mais la peur est mauvaise conseillère et nous avons peur de la Russie. On a le temps de prendre une autre salve de questions d'intervention. Je vois là, je lis une question qui vient sur le fil. On peut constater que certaines décisions géopolitiques sont motivées afin de garantir un accès à des matières premières stratégiques. Dans le contexte actuel, quelles options peuvent se présenter à l'Europe pour aussi se préserver un accès privilégié à ces matières premières stratégiques? Donc, je pose la question sur ma droite, on y répondra et on prend 2 ou 3 autres questions. Ça marche, ça marche. Ça marche? Ouais. Merci pour cette présentation. On a parlé de l'Europe tout au long de vos interventions, je dirais un petit peu en creux. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'avoir un petit complément sur l'impact de tout ce qui se passe sur le politique en Europe? C'est-à-dire quelle est la politique de l'Europe? Quelle est la politique entre les pays d'Europe dans ce contexte-là, s'il vous plaît? Sur l'ensemble des événements, ça va être d'accord. La conséquence, pardon, de tout ce contexte sur comment l'Europe vit, comment les pays de l'Europe vivent entre eux, et cetera, les positionnements, les changements. Ok, entendu. Alors, Vers le fond, là. la troisième question est ici. Moi, je voulais, merci à vous tous. Je voulais avoir votre avis sur, je reviens sur la zone du Moyen-Orient, sur la possibilité. Qui parle? Je suis là. Excusez-moi, oui. D'accord. Mais enfin, dire je suis là sans vous lever, ça ne sert pas. D'accord, ok. Entendu. Par rapport au Moyen-Orient, vous parliez de manque d'optimisme, donc je vais rajouter du pessimisme au manque d'optimisme. Qu'en est-il de la possibilité d'une nouvelle attaque israélienne sur l'Iran? Parce qu'on sait que la guerre n'est pas terminée. Et plus le temps passe, plus c'est défavorable aux Israéliens. Parce que les capacités nucléaires iraniennes sont loin, très loin d'être anéanties, comme l'affirme Donald Trump. Donc voilà, je voulais avoir votre ressenti là-dessus. D'autant plus que Netanyahou a carte blanche. Les élections de mi-mandat sont encore un peu loin. Donc, qui ne dit pas que voilà, il va encore s'y remettre pour faire D'accord. diversion. Merci. Et une autre madame au fond, oui. J'ai un micro, du coup, je Oui. Allez. oui, bonjour. Merci du coup pour vos interventions. Moi, j'avais une question enfin, plutôt d'ordre économique sur, l'économie américaine parce que justement vous aviez mentionné que, vous considériez qu'il y avait une certaine rationalité dans la politique économique de Trump par rapport enfin, «contrairement aux idées reçues» entre guillemets et moi, j'avais une question sur, la politique monétaire aux États-Unis. J'espère que c'est pas trop précis, mais, il y a eu beaucoup de débats récemment, enfin depuis l'arrivée de Trump et surtout de l'instauration des droits de douane sur la politique monétaire aux États-Unis et puisque la réserve fédérale s'est retrouvée dans une position un peu délicate entre d'un côté la nécessité de contrer l'inflation, qui a été provoquée par les droits de douane et de l'autre côté de continuer à stimuler la croissance économique aux États-Unis. Par exemple, il y a certains économistes qui parlent d'un risque de stagflation, enfin voilà. Et on a aussi observé dans les dernières semaines, une certaine pression qui a été mise par, Donald Trump sur, certains dirigeants de la banque centrale, parce qu'en fait lui, il souhaite, si j'ai bien compris, il aimerait bien que la banque centrale continue de baisser fortement ses taux d'intérêt. Or, ça pose un certain nombre de problématiques, du coup, pour, l'économie américaine, que ça soit sur la force du dollar ou même sur, même d'un point de vue international, enfin, pour toutes les autres économies, sur la vision de la stabilité du système, économique ou plus à long terme. Par exemple, ça augmente la prime de risque pour refinancer la dette, donc ça pourrait mettre en difficulté le refinancement de la dette américaine alors même que Donald Trump, la dirige en priorité. Est-ce qu'il y a enfin voilà, est-ce que c'est des questions? Est-ce que, enfin, où est-ce que ça en est aujourd'hui? Et est-ce que c'est des questions qui préoccupent, je sais pas, par exemple, l'Europe ou d'autres grands acteurs? Enfin et est-ce que c'est pas un des domaines où justement l'irrationalité de la politique économique de Trump se manifeste? Je sais pas si c'était un peu long, mais voilà, je sais pas si c'est Oui, un petit peu, oui. Je confirme. Madame? Bonjour. Donc moi, je voudrais revenir sur une question qui cristallise beaucoup de tensions en ce moment, c'est la question palestinienne. En fait, je me pose, comme beaucoup de Parlez questions. dans le micro, s'il vous plaît. Je me pose, comme beaucoup de personnes, beaucoup de questions par rapport au rôle de Trump, dans cette, crise. On sait qu'il veut le prix Nobel de la paix, mais il n'arrive pas à résoudre, cette question palestinienne. Il sort son plan, Riviera Palestine Riviera,
Donc du coup, évidemment, c'est pour monsieur Billon que je pose la question. Hem, on pensait que c'était une blague et que c'était juste ouvrir la fenêtre d'Overton, mais finalement, il vient de sortir un rapport détaillé pour expliquer, exactement comment il compte faire. Donc à quel point, c'est crédible, ce plan? Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent mettre en place? Et aussi, à quel point, Trump, tire les ficelles, enfin plutôt, a les manettes, de la gestion de la crise par Netanyahou qui lui, on a l'impression perd un peu, les pédales en ouvrant 5 fronts à la fois. Ouais. Voilà, donc du coup, je me demande, voilà, quel est le rôle de Donald Trump dans cette crise? Qu'est-ce qu'il veut faire exactement selon vous? Hem, si on peut prendre au sérieux son projet OK. de vider, Gaza de ses habitants. Pour ce qui est de la question sur l'Europe, l'Europe est coincée, on le voit bien, parce que elle a peur de la Russie, elle n'est pas prête à être autonome. Du coup, elle veut prolonger une dépendance par rapport aux États-Unis, alors que les États-Unis disent: «Il n'est plus question qu'il y ait une alliance qui vous garantisse», et en fait, on a plutôt le sentiment, qu'elle est plus malmenée par les États-Unis qu'à aucun moment de la guerre froide. Jamais dans la guerre froide, les États-Unis ont autant malmené les pays membres de l'OTAN européens que Trump ne le fait maintenant. Alors qu'au moins, à l'époque, il y avait une vraie garantie par rapport à une vraie menace, et maintenant, il n'y a pas de garantie par rapport à une menace qu'on auto-exagère. Et effectivement, pour en revenir sur ce que vous avez dit, on pourrait essayer de faire quelque chose avec la Chine, au moment où le Sud global prend de l'importance, on ignore de plus en plus le Sud global, pour uniquement courir après Trump. Donc c'est effectivement, et pour les questions économiques, Emmanuel, Camille et Mathilde aussi ont répondu, c'est-à-dire que les choses vont effectivement très mal. C'est vraiment une catastrophe. Alors, par rapport à la question au plan Trump, le prix Nobel de la paix, c'est quand même autoproclamé. Si ses parrains sont Netanyahou et Kim Jong-un ou Poutine, chances de succès sont faibles. Et surtout, outre le fait que la complicité objective avec au moins un risque génocidaire, pour ne pas dire un génocide, devrait quand même être un peu un élément dirimant pour obtenir le prix Nobel de la paix. Son refus global du droit international, son refus de l'ONU, son refus du droit humanitaire sont tout à fait contraires à l'esprit, et la brutalité tout à fait contraire. Donc, je pense que j'ai plus de chances de jouer vendredi contre l'Ukraine que Trump d'avoir le prix Nobel de la paix. Je veux dire, je parle en équipe de France de football, moi. Sur la politique monétaire de Donald Trump, l'idée de Donald Trump, c'était, compenser effectivement, donc c'était importer plus en faisant donc, importer moins, donc en mettant, comment dire? Des droits de douane, et effectivement pour compenser l'inflation, qui résultait de la hausse de ces droits de douane, l'idée c'était effectivement, à la fois, d'attirer, comment dire? Fiscalement des entreprises, chose que effectivement Biden avait commencé à faire. Et effectivement, de déprécier le taux de change du dollar, effectivement rendre, comment dire? Cette monnaie, plus compétitive effectivement pour les exportations. Et donc ça, c'était la ligne directrice, que s'était donnée, Donald Trump. On voit qu'effectivement dans les faits, le président de la Fed avait, mis, énormément comment dire? À résister, très longtemps, hein, parce qu'effectivement il en va de la suprématie du dollar, de la force du dollar derrière, hein. On ne peut pas avoir un dollar faible. Qu'est-ce que c'est qu'un dollar faible? Effectivement, d'un point de vue, diplomatique et économique. Et donc, l'idée, c'est aussi, de derrière, comment dire? Endiguer la dédollarisation, qui est le processus de dédollarisation qui est mis en place par un certain nombre de pays, hein, qui sont, les BRICS, hein, mais des pays également qui sont sous sanctions. Je rappelle qu'il y a près de 30 du PIB, hein, mondial est actuellement sous sanctions, hein. Donc, l'idée, c'est effectivement pour ces pays de dédollariser, c'est-à-dire de trouver une manière alternative pour pouvoir commercer. Et donc pour endiguer ça, Donald Trump se dit qu'effectivement, pour compenser effectivement une, comment dire?
cette dépréciation potentiellement des taux de change américains, l'idée c'est d'investir dans des stablecoins, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui sont adossées donc, au dollar. Et donc l'idée ce serait de renforcer en fait quelque part comment dire, à la fois l'oligarchie américaine, puisque les stablecoins ce sont des crypto-monnaies qui sont privées, hein, l'USD, l'US dollar, etc. C'est pas parce qu'ils sont annexés adossés à une monnaie comme le dollar, qui ne sont pas privés par ailleurs. Donc, à la fois renforcer l'oligarchie, on va dire, américaine, et en même temps consolider le dollar par ailleurs et éviter cette perte, comment dire, potentielle, cette dédollarisation, et puis trouver un moyen alternatif pour poursuivre quelque part la politique monétaire internationale. Alors, j'ai pour le moment on n'a pas de recul, hein, donc on ne peut pas savoir si ça va marcher ou pas. Il faut observer, et je pense que émettre un jugement de si ça va marcher ou ça va marcher, c'est quand même audacieux. Voilà. En fait, on a du mal à voir quelle est la véritable stratégie de Trump par rapport à la dette et à la monnaie, parce que d'un certain côté, eh bien, il a besoin de la dette pour financer un certain nombre de projets aux États-Unis, et en particulier continuer à baisser les impôts, etc. Il a besoin de des pays qui, dans le monde, financent cette dette, en particulier la Chine et surtout le Japon, mais c'est pas en leur mettant des droits de douane prohibitifs que ça peut fonctionner. Il a besoin d'un dollar faible pour pouvoir effectivement exporter, mais avoir un dollar faible, ça veut dire être faible, donc ça va pas, il faut un dollar fort. Dans l'imaginaire trumpien, c'est ça. Il y a un certain nombre de choses qui, comme ça, sont complètement contradictoires. On a vraiment du mal à voir quelle est la stratégie à la fois économique à la limite, mais surtout monétaire. Et la question des cryptos, on n'en a pas assez parlé peut-être, et il faudrait éventuellement y consacrer une conférence en entier. Les cryptos, c'est aussi pour enrichir la famille Trump. Bon, je l'ai dit un petit peu de manière peut-être anecdotique, parce qu'on a peu de temps chacun. C'est vraiment enrichir la famille Trump, enfin les deux fils aînés Trump. Si ça profite à l'économie américaine, tant mieux, mais l'objectif premier, c'est celui-là. Et si un jour ça baisse, eh ben, il abandonnera le projet, parce que en termes de bénéfices familial, de népotisme, il n'y aura plus d'intérêt particulier. Sur la Gaza Riviera, bien sûr, c'est sérieux. C'est hyper sérieux. C'est tout à fait sérieux de commettre des crimes de guerre, encourager les crimes de guerre, de nettoyage ethnique, enfin continuer ce qui existe déjà, hein, finalement, à des fins d'enrichissement, encore une fois, d'enrichissement soit de la famille Trump elle-même, soit des amis de la famille Trump, le monde immobilier, le, le- le monde du BTP, enfin, tous ces gens qui sont son petit cercle d'amis, encore une fois, hein, qui occupent, malgré leur incompétence notoire et prouvée, chaque jour les postes les plus importants de l'administration, en particulier Witkoff, hein, qui va négocier directement avec Poutine en acceptant le traducteur du Kremlin, par exemple. Voilà. Et ça, c'est les gens qui sont autour de Trump par intérêt, évidemment, de carrière, mais aussi intérêt financier. Donc, le projet de Riviera, avec les images dont on se souvient d'intelligence artificielle qui nous avait fait rire, mais on s'était dit, c'est quand même incroyable. Maintenant, on sait qu'il y a un plan, et c'est tout à fait sérieux. Ah oui, c'est tout à fait sérieux. Est-ce que ça aura lieu? Difficile de le dire, ça prend quand même pas mal le chemin. Il se heurte quand même au réel, encore une fois, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, la Jordanie ne veulent pas accueillir les réfugiés, j'allais dire, les expulsés volontaires, parce que ils ont leurs propres raisons de ne pas le faire, et en particulier le respect peut-être du droit international. Il y a une question sur l'hypothèse ou la probabilité d'une attaque israélienne, une nouvelle attaque israélienne sur l'Iran. Honnêtement, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans la tête de monsieur Netanyahou, Dieu m'en préserve. Ce qui est clair, c'est que parmi les dirigeants israéliens, il y a un sentiment d'impunité. Parce qu'il y a une impunité par rapport à sa politique, à ses agressions à répétition. Donc, malheureusement, tout est possible, tout est envisageable. Et
j'entends fréquemment, comme vous, qu'il y a des ministres d'extrême droite suprémacistes dans son gouvernement, ce qui est une réalité. On pense à Ben Gvir, on pense à Smotrich, qui le pousse. Là, par contre, je ne suis plus d'accord. Il n'est pas poussé, il partage exactement la même politique. Et donc, il est clair que l'Iran est aujourd'hui affaibli, militairement, politiquement aussi. Mais ce n'est pas un pays à genoux, bien loin de là. L'Iran a une longue tradition de résistance, y compris de vivre dans une économie de guerre. Donc, si M. Trump ou Netanyahou pensent que par leur bombardement, ils ont stoppé le programme nucléaire iranien, ils se trompent largement. Bien sûr, il a sûrement pris du retard, mais je ne sais plus quelle personne disait, ils ont pu détruire des infrastructures, ils n'ont pas détruit ce qu'il y a dans la tête des ingénieurs, des scientifiques iraniens qui maîtrisent la technologie nucléaire. Ça, c'est la première chose. Donc, malheureusement, je ne sais pas exactement répondre, mais je ne peux pas balayer cette hypothèse, cette éventualité qui serait bien sûr terrible. Et deuxièmement, sur la Riviera, bon, je partage ce qu'a dit Marie-Cécile. Il faut bien comprendre que souvent, on se moque de Trump, un peu erratique, prenant des décisions contradictoires, ce qui est une réalité, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui irrite toutes ces initiatives, sa façon de concevoir le monde, c'est la transaction, c'est le business, c'est le fric, comme tu dis, et ça, c'est essentiel. Et quand il a déclaré: «Oh, mais ces pauvres Palestiniens, il serait mieux à vivre ailleurs». Mais je pense que quand il dit ça, il y croit vraiment, il le pense. Alors évidemment, c'est immonde, moralement, éthiquement, c'est insupportable, mais il ne faut pas sous-estimer la logique de cet individu. Ce n'est certes pas la nôtre, mais pour comprendre la sienne, il faut tenter de la mettre en perspective. C'est un exercice parfois difficile, mais nécessaire si on veut tenter de donner une cohérence, car je crois qu'il y a une véritable cohérence dans la politique de Trump et au Moyen-Orient et ailleurs, avec toutes les contradictions y afférentes. Petite dernière question pour toi, Jean-Pierre, qui est posée par un auditeur en visio. Vous avez indiqué que les États-Unis veulent augmenter les dépenses militaires pour se protéger et non pas protéger leurs alliés, mais par qui sont-ils menacés? Ah, c'est une bonne question. Alors, il y a J'aurais aimé quand une même, bonne réponse aussi. il y a- il y a- il y a- il y a- j'ai envie de dire, il y a quand même un réflexe pavlovien à ce niveau-là. C'est-à-dire, je suis la superpuissance, il faut que j'affiche que je reste la superpuissance. Voilà, y compris militaire, même si je n'utilise pas ma force militaire. Je pense qu'il y a cette logique-là. Il faut savoir quand même que dans ce qu'a proposé Trump comme budget, c'est une augmentation massive sur le budget 2026. Mais en réalité, après, alors d'abord, il va y avoir les élections, mais l'augmentation ne se prolonge pas sur les années suivantes. Après, il y a un deuxième phénomène derrière, c'est quand même un phénomène comment dire, d'absence de rationalisation du mode de fonctionnement de toute la BITD américaine et également des militaires américains. C'est-à-dire qu'on est toujours dans de nouveaux programmes qui coûtent de plus en plus cher, avec des systèmes de production et d'acquisition qui ne sont pas performants. Là, ils viennent de sortir une nouvelle, parce que parfois on ne regarde pas ce qu'il y a en dessous. Ils viennent de sortir une nouvelle directive sur le procurement, c'est-à-dire sur l'acquisition, ce qui veut dire qu'ils savent que leur système d'acquisition d'équipement ne fonctionne pas bien et que ça leur coûte très cher. Exemple de marteau qui était vendu 7 € chez Walmart et qui était acheté 700 € par le Pentagone. Et en fait, il y a aussi une autre réponse, c'est qu'il y a déjà, je crois, une vingtaine d'années, je crois que c'est Jean-Louis Gergorin qui, à la conférence d'ambassadeurs, donc dans les années Bush première, il disait, en fait, le plus grand, le plus puissant lobby aux États-Unis, c'est le complexe militaro-industriel. Et donc là, par exemple, on va déplacer les défenses du Colorado à l'Alabama, ça coûte un fric fou, parce qu'il y a un État démocrate, le Colorado, un État républicain, l'Alabama, et donc on ne compte pas. Voilà, on arrive à Qui rejoignent les intérêts de la tech aussi. Ça rejoint les intérêts de la tech. Il s'agit de vendre toujours au gouvernement. tout le programme spatial. Et... Exactement. Voilà, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Merci à tous les orateurs et on essaie toujours d'être dans la pédagogie et l'explication. Merci à tous.